Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez. Pourquoi ça l'aurait caché? Je peux lire dans ses pensées. Son arme est inoffensive. Ça m'a piqué un peu quand même. Vous combattez cette créature avec un pistolet à eau et... Vous êtes fous, c'est pour ça que je vous aime. Premier voyage pour Donna. Même si au début elle a eu peur d'être dans un parc d'attractions, c'est pourtant une aventure pleine de sensations fortes qu'elle va vivre entre enlèvement, tremblement de terre, sauna, tout pour lui donner un avant-goût de ce pourquoi elle a signé, mais aussi un épisode pour montrer l'influence qu'elle veut avoir sur les choix du docteur et qu'elle n'est pas là juste pour regarder. Allez à Jacques Test. Hey, ne faites pas le malin en latin avec moi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui à la chute de Pompéi, titre original The Fires of Pompeii, diffusé pour la première fois le 12 avril 2008, écrit par James Moran et réalisé par Colin Teague. Pour cet épisode, je suis accompagné de presque toute la petite compagnie. Côté Néo-Whovian, ils ont découvert l'épisode pour la première fois, Eden, Mireille et Bob. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et côté Whovian, ils connaissent l'épisode par cœur ou le redécouvrent pour la seconde fois, peut-être Adèle, Doraline et Pierre. Salut. Hello. On commence par prendre la température. Vous avez vu? Dit température. Il fait froid dehors. C'est censé être drôle. Il fait froid, il pleut. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de plus? Bref, on prend la température avec votre mot et je vais commencer par Mireille. Puissant. Eden. Histoire. Bob. Je sais plus. Je panique, je sais plus. Celui-là aussi, je te laisse sans voix. Doraline. Émotion. Adèle. Cornélien. Pierre. Marquant. Merci. Vous êtes bien urbain. Bonjour à tous. Bienvenue dans les dilemmes de Franck. Dans cette section, je vais vous raconter une petite histoire. Cette dernière aura plusieurs fins possibles. Je confierai le soin à une personne de la choisir. En cas de refus ou de choix confus, alors un gage lui sera proposé à elle ou à l'ensemble de l'équipe. Cette semaine, nous interrogeons le docteur. Docteur, ce soir, c'est vous qui êtes confronté à un terrible dilemme. Imaginez un voyage avec Donna Noble à Pompéi en l'an 79, peu avant l'éruption du Vésuve, alors que vous pensiez être à Rome. Votre Tardis, mal garé, a été ramassé par la fourrière locale et revendu pour pas moins de 15 sesterces à Cassilius, un tailleur de marbre qui veut impressionner avec sa nouvelle œuvre d'art moderne, sa famille et surtout Lucius, l'augure du village. Vous découvrez alors que d'étranges prêtresses ont des visions relativement précises de l'avenir, et même mieux, elles ont des visions précises sur vous-même. Pourtant, aucune de ces visions n'alerte sur l'explosion imminente du volcan. Étrange, très étrange, d'autant plus étrange que ces médiums se transforment peu à peu en pierre. Je parle de la roche, bien entendu, pas de notre Whovian. Vous vous dites qu'il y a un lien certain entre ces visions, la pierre et le fait que personne ne s'alarme de la montagne qui fume. Après une enquête rondement bien menée, armée d'un pistolet à eau, vous découvrez ce lien. Il n'est autre que les pyrovilles, de viles créatures extraterrestres qui, ayant perdu leur propre planète, ont décidé de profiter du Vésuve en captant son énergie pour se répandre sur toute la planète Terre. Vous comprenez maintenant que les visions ne sont qu'un cadeau empoisonné de ces derniers, dans le but de prendre possession des voyants. C'est là que vous intervenez avec Donna Noble. L'énergie du Vésuve étant consommée, il n'a plus lieu d'entrer en éruption. Vous êtes donc face à un terrible dilemme. Que voici.
3 solutions pour conclure cette histoire. Solution numéro 1, vous ne faites rien. Le Vésuve n'explose pas, mais des créatures prennent possession de toute la planète Terre. Solution numéro 2, vous inversez le processus. Le Vésuve explose, entraînant la mort de milliers de personnes, mais la Terre n'est pas envahie. Solution numéro 3, vous invitez Cassilius, ou plutôt son interprète, à devenir le 12e docteur, en espérant qu'il ait une solution beaucoup plus intéressante que les 2 précédentes. Docteur, il est temps de faire un choix. Je dois faire un choix. C'est Pompéi ou Salomanda. Oh mon Dieu. Si Pompéi est détruite, ce n'est pas à cause de l'histoire, mais de moi. C'est moi le responsable. Et voilà pour le résumé de cet Wow. épisode. Merci Franck pour ce résumé. Ouais. Merci. Incroyable, merci. Incroyable, ouais. Merci beaucoup, c'était trop cool. De qualité. Est-ce Eh que, ben vous... merci à vous. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé? Absolument pas. Bah, il, nous, Ouais. il nous laisse sans voix. Ah bah... Recevable. Très bien. Eh ben, je vais écouter votre ressenti global et je vais commencer par Mireille qui, avant de nous donner le ressenti global sur cet épisode, va nous donner son ressenti global sur le précédent épisode vu qu'elle n'était pas là la semaine dernière, au dernier épisode. Mireille, on t'écoute. Mon ressenti après avoir écouté l'émission et votre enregistrement, c'est bordel, qu'est-ce qui vous passe par la tête pour dire que Jackie était pas si insupportable que ça? Non mais franchement quoi. On en a profité. Oui bah je vois ça ouais, allègrement. Oups. Et sinon, sur l'épisode de Doctor Who, Sur l'épisode de Doctor Who, bah, du coup je m'en souviens plus trop, mais je crois que je t'ai dit Cédric que je l'avais trouvé un petit peu long il me semble. C'était quoi l'histoire déjà? C'était c'était Donna et le docteur. Ah, Tu ne te oui, souviens les pas petits du machins de super glace, résumé de Doraline? Si, bah si, justement. Alors, d'ailleurs, pour la petite anecdote, parce que je l'ai dit à la team, mais pour les auditeurs et auditrices, j'ai écouté cet épisode dans le train, ce qui était une très mauvaise idée, puisque j'ai rigolé toute seule, et je plains mon voisin, du coup, qui m'entendait rigoler toute seule. Voilà, bref. L'épisode où J'espère qu'il avait écoutera été- l'épisode. Ah, j'aurais dû lui montrer ostensiblement mon compte Spotify avec la photo de retardiste. Bah oui, maintenant pour que lui j'y montrer pense. pourquoi tu rigoles. Lui aussi, il avait peut-être besoin de rigoler. C'est vrai, c'est vrai. Oh, quel égoïste j'ai fait. Pour revenir à l'épisode, oui, c'était les adiposes, là, les petits machins de graisse. Oui. Je l'ai trouvé un peu long. Je suis pas... Enfin, ouais, c'est pas mon préféré. Quoi? Il y a quelqu'un Non, qui a j'ai dit parlé? de Grèce, mais c'est en Italie l'épisode d'aujourd'hui. C'était nul. Mon intervention est chaotique. Je dis plus rien, je me tais. Du coup, ouais, j'étais pas... Voilà, c'est pas mon épisode préféré, je l'ai trouvé un petit peu long et un petit peu mou. Voilà. D'accord. Et celui-là? Celui-ci, je l'ai apprécié. Enfin, c'est surtout la fin, en fait. J'ai pas énormément de choses à dire sur l'épisode et particulièrement sur le milieu de l'épisode, mais enfin, en fait, il est pas mauvais, il est pas excellent. Par contre, la fin, elle est très. Les dernières scènes sont très puissantes et elles marquent, je trouve. C'est vraiment les dernières scènes qui m'ont fait accrocher et un peu adhérer à l'épisode. Très bien. Eden? Ben, sans surprise, je vais rejoindre un petit peu Mireille sur le côté puissant des dernières scènes où on voit la capacité de Donna à... Je dirais pas... mince, comment dire? À influer le docteur dans ses décisions, parce que c'est quand même un peu grâce à elle, entre guillemets, par exemple, qui va sauver une famille alors que lui, il n'avait pas prévu de le faire. Il prend conscience aussi que, ok, Pompéi... va mourir, mais en fait c'est à cause de lui, c'est lui qui a créé cette histoire. Bref, c'est hyper intéressant, moi j'ai bien aimé cet épisode. Merci, Bob. Moi, je rejoins totalement Mireille sur le fait que début de l'épisode et milieu de l'épisode, j'ai trouvé que c'était un peu long.
pas forcément super intéressant. D'ailleurs, je me suis même un peu ennuyé au début, si je suis honnête, jusqu'à qu'on tombe sur ce fameux dilemme où c'est que j'ai gagné en intérêt. Et étrangement, après avoir vu l'épisode en entier, il me laisse un souvenir plutôt agréable. Alors je sais pas l'expliquer parce que clairement au début c'était pas ça. Mais bon, voilà, après coup, pourquoi pas. D'accord. Doraline, qu'est-ce que ça t'a fait de redécouvrir cet épisode ? C'est un des rares dont je me rappelle, on va dire bien, même si bien est un grand mot. J'ai beaucoup aimé, je me souvenais que je l'avais énormément apprécié à l'origine aussi. Moi qui suis pas trop branchée historique, voilà, là franchement je suis rentrée dedans très facilement, c'était super agréable, je l'ai dit aussi, c'est un épisode qui a généré beaucoup d'émotions. J'ai pleuré à la fin clairement. Et ouais, j'ai pleuré. Parce que voilà, j'ai pleuré parce que Donna m'a fait pleurer. Je la trouve juste grandiose, je la trouve magnifique en fait dans cet épisode. Elle est pas spectatrice. Franchement, elle était drôle, courageuse. Elle a fait preuve d'énormément de compassion et vraiment, s'il y a un des deux personnages qui m'a vraiment transporté dans l'épisode, c'était elle. Donc j'ai adoré. Voilà. Merci. Adèle. C'est un peu compliqué de passer après tout le monde là parce qu'ils ont à peu près résumé il reste tout ce encore que Pierre. je pense. C'est vrai. Mais non, oui, je rejoins complètement l'ensemble de l'équipe. Alors après, moi, je me suis pas ennuyée dans l'épisode. Je trouvais que, j'ai vraiment passé un bon moment pendant tout l'épisode, mais c'est vrai que la fin où vraiment le docteur est devant un choix et ce coup-ci, il peut pas se défiler. J'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant. Merci. Pierre. Je vais pas beaucoup me différencier non plus. Moi, c'est un épisode que j'aime beaucoup. C'est quand je regarde quelques épisodes, c'est un épisode que je peux re-regarder très facilement. Il y a effectivement tout le côté historique qui m'intéresse et puis de voir un peu, même si c'est forcément romancé, mais de voir comment ça se passait au temps de l'Empire romain, c'est toujours quelque chose qui peut m'attirer. Eh bien, merci. On va écouter les avis d'auditeurs que j'ai reçus. Alors, on a reçu 2 avis d'auditeurs et on a l'avis de Maël aussi que je vous donnerai après. Donc, on va commencer par l'avis de Nicolas. Salut les semi-néo-wouvianes qui ont survécu déjà à 3 saisons de Doctor Who et les autres, et Cédric. J'avais envie de vous envoyer ce petit avis sur la chute de Pompéi, pas l'événement historique mais bien l'épisode de la série britannique Doctor Who. J'avais particulièrement envie de le faire pour cet épisode car récemment j'ai découvert que des gens ne l'aimaient pas vraiment, ce qui m'avait surpris. Du coup, je veux expliquer pourquoi je l'aime autant, même si ça reste un épisode très apprécié chez les Whovians. Déjà, les décors sont incroyables. Il a été tourné au studio Cinecittà, en Italie. Un luxe pour la série de se déplacer en dehors du Royaume-Uni, mais ça vaut le coup. Pour la petite histoire, le studio avait été inauguré par Mussolini et a servi au tournage de Ben-Hur et la saison 6 de Kaamelott. Ensuite, le dilemme de l'épisode est incroyable. Enfin, une vraie impasse pour le docteur qui se retrouve à être obligé de sacrifier la population de Pompéi. Ça rappelle le fameux dilemme du tramway. Une situation similaire est déjà arrivée au docteur dans l'épisode des classiques The Romance. À l'époque, le premier docteur était responsable de la chute de Rome et quand il comprend ce qu'il a fait, bien sûr, il en rit. Il a bien changé. Et bien sûr, Donna, qui est toujours aussi drôle dans cet épisode, mais qui ensuite en montre beaucoup plus. Elle est déchirante à la fin de l'épisode, que ce soit quand elle active le volcan avec le docteur ou quand elle le supplie de sauver juste une famille. Pas beaucoup de compagnons sont capables d'avoir une telle influence sur le docteur, surtout qu'ils se connaissent encore assez peu. Je finis sur un petit fun fact, dans cet épisode il y a 2 docteurs et 2 compagnons, enfin oui et non. Bref, Wibbly, Wobbly, Timey, Wimey. Et par rapport au reste de la saison, je dirais que cet épisode n'est que le début. La bise, PS. Et du coup, combien de fois par semaine vous pensez à l'Empire romain ? En tout cas, probablement que vous y penserez un peu plus après avoir vu cet épisode. Non, j'ai découvert effectivement que c'était apparemment quelque chose qui était très en vogue. Mais non, j'ai même regardé des vidéos pour essayer de comprendre d'où venait le délire, mais j'ai toujours pas compris. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire, à répondre à Nicolas ? Je suis carrément d'accord avec lui sur Donna.
À 100%. Tout ce qu'il a dit. C'est quoi le truc où il y a 2 compagnons là? J'ai pas compris. Tu veux pas savoir. En gros, Alors attends, on va donner... on va dire si vous ne voulez pas être spoilé... si vous ne on voulez va pas être dans 5 spoilé, minutes. veuillez sauter à 30 secondes. Alors, Mireille, est-ce que tu veux être spoilé ou est-ce que tu veux sauter à 30 secondes? Est-ce que je peux sauter à 30 secondes, s'il vous plaît? Non, bon bah alors donc on ne répondra pas à ta question. Donc c'est pas la peine. Ce qui est quand même con, parce que c'est moi qui ai posé la question, mais bon. Je relis le passage du message. Dans cet épisode, il y a 2 docteurs et 2 compagnons. Enfin, oui et non. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Parce que effectivement, Ok. on part quasiment du principe que même si c'est assez complexe de ne pas se faire spoiler, je pense que même quand on arrive à se planquer des spoils, on sait au moins les docteurs suivants. Donc voilà. Donc dans la distribution, il y a un futur docteur et il y a un futur ou une future compagne du docteur. Voilà. Je crois que je vois, mais... Vous aurez la surprise. Allez. Et ben du coup, on va écouter. Après 30 secondes. on va passer à la vie de Pandora. Bonjour la team Retardis, c'est Pandora, j'espère que vous allez bien. Cette fois pas de loupé, voici mon ressenti sur l'épisode de Pompéi. Mais je vais commencer par le personnage de Donna car c'est sa première aventure officielle à bord du TARDIS. Je suis très mitigée concernant ce personnage que j'avais personnellement rebaptisé l'hystérique de Noël. J'avais gardé un très mauvais souvenir d'elle, je ne me souvenais quasiment pas de son épisode spécial, à part le fait qu'elle était une mariée kidnappée par le TARDIS. J'aurais franchement préféré le retour de Sally Sparrow, mais on ne choisit pas. J'étais donc vraiment dépitée de la revoir, mais au final, j'ai beaucoup apprécié le personnage. Elle est marrante, rentre-dedans, un fort caractère, j'adore. Et cette façon qu'elle a de remettre le docteur à sa place, je kiffe. Ce ne sera pas une groupie fan du docteur et prête à tout pour lui, et ça c'est vraiment du bonheur. Aucun risque de love interest avec elle. Enfin, j'espère. J'ai beaucoup aimé le retrouvaille dans l'épisode précédent, avec au début cette succession de scènes où ils sont à côté sans se voir et sans se croiser. On aurait dit un duo comique, et pour rester dans le burlesque, la scène des retrouvailles à travers les 2 fenêtres et le dialogue de sourds et muets, j'ai vraiment rigolé devant mon écran. En revanche, le comme au bon vieux temps était vraiment exagéré. Ils n'ont vécu qu'une aventure ensemble alors qu'on aurait dit qu'ils avaient passé toute une vie côte à côte. Le docteur avait l'air de retrouver une vieille amie, alors qu'au final, il la connaît pas vraiment. Maintenant, l'épisode. Je l'ai beaucoup aimé. J'adore les épisodes basés sur un fait historique, avec ici la disparition de Pompéi. Et que l'épisode donne une cause extraterrestre à cette catastrophe naturelle est vraiment sympa. J'ai noté que le docteur était aussi à l'origine du grand incendie de Rome. Il en fait des dégâts en voyageant dans le temps. Concernant les personnages, j'ai bien aimé la famille de Caecilius, un père fan d'art moderne qui s'est payé le luxe d'acheter le TARDIS, une fille destinée à devenir Sibylle et un fils ado que rien n'intéresse sauf l'argent. Merci Donna d'avoir incité pour les sauver. Concernant les Pyrovilles, on aurait dit la dernière évolution d'un Pokémon de roche. Leur histoire est vraiment bien amenée avec les Sibylles qui se transforment peu à peu en pierre. Par contre, l'augure Lucius, j'avais envie de le baffer. Il avait une façon de sourire tellement malsaine, genre Léo Dagan dans Kaamelott. Ça faisait vraiment flipper. Voilà, c'est tout pour moi. Encore une fois, je vous envoie des bisous, mais toujours de loin. À plus la team Retardis. Merci Pandora. Est-ce que vous avez des choses à répondre? Mais son avis, c'était un mix des 2 épisodes, non? Oui, je pense qu'elle a donné un léger avis sur le précédent déjà. Aussi, d'accord, ok. Pour redire comment elle était ravie de revoir Donna, ou pas du coup. Pour le coup, elle n'avait pas... Ça dépend du moment. Voilà, pour le coup, au début, elle n'avait pas l'air ravie de la revoir. Alors, elle préférait Sally Sparrow, mais voilà. On ne choisit pas Pandora. Moi, je suis d'accord avec Pandora. J'aime bien le fait que, en tout cas pour le moment, et j'espère que ça va durer, il n'y ait pas de love interest qui s'installe entre Donna et le docteur. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Bon non, ils sont frères et sœurs, c'est plus sympa. Alors, moi, tu vois, pour le coup, je suis contente aussi. Enfin, je suis curieuse que là, tu vois, je me dis, leur relation, elle débute sur une sorte de pied d'égalité. Et du coup, peut-être, je sais pas, hein, peut-être qu'il va y avoir un love interest qui va arriver plus tard.
Et là, ça pourrait être amené de façon super intéressante, parce que contrairement à Rose et Martha, Donna, elle est pas genre direct in love du docteur et tout, donc il y a un truc intéressant qui peut se construire là-dessus. S'il y a pas de love interest, tant mieux, ça me va, mais s'il y en a un qui est amené progressivement, ça serait plus cool, je pense, que les précédentes compagnes. D'autres réponses? Et bah du coup, je vais vous lire l'avis de Maël, donc qui ne peut pas être là aujourd'hui et qui nous explique pourquoi d'ailleurs. Hello, j'ai réussi à trouver un peu de temps dans ma semaine beaucoup trop chargée de mes révisions et partiels pour regarder l'épisode et vous donner un petit retour en pensant fort à vous et en ayant cette impatience de pouvoir vous écouter. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'épisode. Pour la première aventure de Donna, en dehors de son époque, c'était quelque chose assez chargé. De ce qu'on a vu, c'est peut-être la fin la plus émouvante, mais peut-être que je m'emballe un peu. Je trouve que Russell T. Davies est dans l'envie de faire de cette saison quelque chose de différent. Le bonheur après 3 saisons de ne pas avoir une compagne qui est juste un crush pour lui. Franchement, je respire. J'avais des souvenirs des anciennes saisons et dans les premières aventures des compagnes en dehors de leur époque qui étaient dans leur coin, qui se demandaient ce qu'elle faisait. Il y avait un long temps d'adaptation qui pouvait créer un faux rythme, comme pour Rose qui prend beaucoup trop de temps à prendre ses aises et à vivre pleinement l'aventure. Pour Donna, elle est tout de suite dans le rythme, elle est dynamique, elle a envie de profiter à fond de ce qu'elle est en train de vivre, elle l'a tellement espéré qu'elle ne veut rien rater. On avait des espoirs avec Donna après sa première apparition, après ce premier épisode, notamment pour son caractère, pour quelqu'un qui... Oh là. On avait des espoirs avec Donna après sa première apparition, après ce premier épisode, notamment pour son caractère, pour quelqu'un qui pouvait faire douter les choix que faisait le docteur. Cette attente prend vraiment sens dans cet épisode et je suis encore plus impatient de voir ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Franchement, je tombe de ma chaise si j'entends quelqu'un dire qu'il s'est ennuyé ou va s'ennuyer dans cette saison. Allez, je vous souhaite un très bon enregistrement. Bam! Oh merde, c'est Maël qui s'est cassé la gueule. Il a dit sur la saison, il a pas dit sur l'épisode. Non, oui, il a bien dit sur la saison. Ouais, la prochaine fois qu'il mettra sa cam en enregistrement, on dira que c'est nul. Juste pour voir. Oh, t'es méchante. Alors, est-ce que... Le pauvre. Est-ce que vous avez des choses à répondre sur la vie de Maël? Je suis d'accord avec lui, elle, voilà. D'accord. Très, très instructif comme avis. Bah, moi, je suis d'accord. Enfin, c'est comme je l'ai dit, un épisode que j'aime bien, un épisode. Je trouve que ça permet de découvrir le personnage de Donna, qui prend vraiment sa place assez rapidement, qui est pas juste à observer ou à essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais c'est vraiment elle qui va pas aller au devant et aller plus vite que le docteur, mais je trouve qu'elle va quand même pas être juste spectatrice, observatrice. Elle va quand même faire sa petite histoire de son côté, même quand elle est sans le docteur. Très bien, bah merci. Dites donc, on en est qu'au ressenti global. Bonsoir les tardigrades. Dans l'émission de ce soir, j'ai décidé de mettre à l'honneur les participants du podcast. J'ai confié un défi qui devra être réalisé dans les 40 prochaines minutes. 5 points sont à gagner dans la session de ce soir. 1 point si le défi est commencé dans les 3 prochaines minutes. 1 point si les challengers ne sont pas identifiés dans les 15 premières minutes. Et enfin, 1 point par action réussie. À tous les autres, vous devrez tout faire pour stopper le jeu et limiter le plus rapidement possible la distribution de points. Pour cela, vous devrez découvrir qui est défié ce soir et quel est le défi. Sitôt que vous aurez ces 2 informations, alors le jeu s'arrêtera immédiatement et le décompte des points aura lieu. Top chrono. Je m'enjaille sur la musique. Eh bien. Je peux changer la couleur. Waouh. Très bien. Eh ben, on va aller sur un ressenti un peu plus poussé. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet? Mireille,
C'est toi qui vas faire toute l'émission, hein. T'étais pas là la dernière, alors... C'est difficile d'avoir un ressenti... Enfin, j'ai pas forcément de ressenti plus poussé dans le sens où, vu que j'ai pas énormément de choses à dire sur le début et le milieu de l'épisode, qui sont quand même une grande partie de l'épisode, du coup j'ai pas énormément de choses à partager, j'ai pas un ressenti plus poussé. Ce que je peux juste ajouter, c'est que j'ai trouvé que le jeu des acteurs et actrices dans les dernières scènes était particulièrement bon, que j'ai pleuré aussi. Je crois que c'est Doraline qui disait tout à l'heure qu'elle a pleuré. J'ai lâché quelques larmes aussi sur les dernières scènes. Et voilà, c'était vraiment émouvant. Et voilà, le jeu des acteurs et actrices, et particulièrement celui de Donna d'ailleurs, est très très fort. D'accord. Rien sur le contexte historique, les personnages, l'augure, les sœurs Sibyl. Oh, attends, j'ai un truc. Bonjour, je suis le professeur Trelawney. Ensemble, nous écarterons les voiles mystérieux de l'avenir. Et j'en ai plein. Mais c'est bien parce que j'ai pensé à Sibyl Trelawney aussi quand il y a eu la phrase les prophéties des femmes sont limitées et insipides. Seuls les hommes ont des capacités de divination. Bah non, Sibyl Trelawney, elle y a pensé aussi. Hein. Est-ce que, Bob, la mission de Cédric, c'était de lancer des bingos ? Non. Je me disais aussi que tu ferais pas deux fois la même chose quand même. Bah, il en a pas lancé en plus. Bah oui, je vais pas lancer bingo. C'est une référence à Harry Potter. T'es sérieux? C'est pas moi qui l'ai cité bingo. Mais bon, ok. Non, c'est surtout que j'ai prévu énormément d'enregistrements de Sibyl Trelawney à chaque fois que vous direz les sœurs Sibyl. Donc voilà, tiens. Je vais pas te mentir, il y en a qu'un seul que j'attends. Et quand il sera diffusé, je vais péter les plombs. Enfin bref. Une seule phrase de Sibyl Trelawney? Bah écoute, il y en a plein. Allez, Star Sibyl, balance-nous. Ah bah non, par contre, faut que ça ait un minimum d'intérêt. Pas aussi facilement. Ouais, parce que sinon c'est un peu trop facile. Hein. C'est même pas drôle. Alors, et oui. Donc du coup, où qu'on en était? Tu me Donc demandais, oui, je te demandais ton avis sur le ouais. contexte. Aux autres personnages, le gars avec son bras de pierre là, j'avais envie de le baffer, surtout quand il s'est attaqué gratuitement à la fille, j'ai plus son prénom, la fille du marchand d'art là. Je pense que j'étais à deux doigts de sauter de joie et de dire Yes Queen quand elle lui a prouvé qu'elle avait bien des pouvoirs égaux aux siens. Sinon après les personnages, les sœurs Sibyl, elles étaient à la fois inquiétante et à la fois genre à attiser la curiosité, donc c'était assez intéressant. Et puis voilà, je suis désolée, faut pas compter sur moi pour dire beaucoup de choses ce soir parce que voilà, c'est. Oh mais je t'en prie. Ça m'a laissé plutôt indifférente jusqu'à la minute 30, on va dire. D'accord. Ça t'a laissé de marbre. Exactement. Non, ça l'a laissé de pierre. Oh. Avec Eden. une blague, on a fait d'une pierre deux coups. Aïe 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 aïe. Eden. Non, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? C'est vrai que les personnages étaient quand même assez intéressants. Moi, j'ai bien aimé, la scène où ils se balancent révélation sur révélation sur Donna et le docteur, en mode Gallifrey, machin, truc, chouette. Putain, mais ok, tout va bien. J'ai bien aimé qu'ils transforment la catastrophe de Pompéi par une action du docteur, que c'était en fait le docteur qui l'avait déclenché. Je trouve ça hyper intéressant comme choix scénaristique. Puis après, oui, les sœurs Sibyl, un peu effrayantes entre guillemets quand même, mais... Ah, la maline, la vicieuse. La tenez, vous voyez? Oh, vous êtes peut-être jeune, mais le cœur qui bat dans votre poitrine, c'est le cœur racorné d'une vieille fille. Votre âme est aussi sèche que les pages des ouvrages dans lesquels vous vous plongez avec acharnement. Voilà. Je suis morte. Toi qui lis beaucoup de livres en plus. Ouais, qui lit beaucoup. Ah là là.
Et du coup, d'accord. Bah, très bien. Bob. Bah moi j'avoue que tout le passage sur les augures, les Sibylles et compagnie, j'ai pas forcément trop adhéré. Je pense que ce qui m'a vraiment plu dans cet épisode, c'est le choix cornélien. Non pas que le docteur a eu, mais que le cheminement qu'a eu Donna autour de ça. Et surtout le fait qu'elle est passée Enfin, je trouve que l'écriture là de son personnage était juste incroyable, de réussir à la faire passer de quelqu'un de juste offusqué à devoir faire un tel choix horrible en réalité, à devoir l'accepter pour peut-être sauver davantage de monde. J'ai trouvé que c'était super bien écrit et super intéressant, et clairement je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai un avis plutôt positif sur l'ensemble de l'épisode. Ah. Et en fait, je vais le placer ici, je voulais marquer par écrit, mais je vais le placer dans le podcast. Jusqu'à maintenant, je comprenais pas forcément l'engouement qu'il pouvait y avoir autour de cette compagne. Et allez, là, ça fait 2 épisodes, 3 avec le mariage. Le spécial Noël qu'on avait vu. Honnêtement, elle est juste mais incroyable, quoi. Pour l'instant, je sais pas où est-ce que ça va partir, mais là, c'est juste dingos. C'est vrai. Moi, Donna, je l'aime d'amour. Vous ne voyez pas le sourire de Cédric? Ah non, mais moi Donna, je l'aime d'amour. Il a des petits cœurs dans les yeux, là. Ah mais là, ouais, c'est vrai. Je sais pas, elle a un truc où elle est... à la fois, c'est ce qu'a dit Maëlle, en fait. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Elle est à la fois présente, elle est active, et en même temps, elle a ce petit côté qui vient tacler le docteur régulièrement. Pour l'instant, c'est une alchimie qui marche plutôt super bien. Bah, elle veut pas. Alors, c'est peut-être horrible ce que je vais dire par rapport aux autres compagnes, surtout à Rose en fait. Mais elle fait pas la potiche. En fait, c'est ça le truc, c'est que elles étaient toutes, que ce soit Rose ou Martha, elles étaient suiveuses. Alors que Donna, elle, en fait, on a plus l'impression que les deux veulent être entre guillemets leaders. Et du coup, enfin voilà quoi, elle se laisse pas berner quoi, elle suit vraiment son instinct, son intuition et ses choix elle. Et elle alors ose après dire on n'a pas merde trop au de docteur, recul en fait. parce que ça fait que 2 épisodes. Oui mais moi j'ai je pas parle l'impression déjà que sur ce cela. soit un combat de coq entre guillemets entre les deux. J'ai vraiment l'impression que c'est plutôt positif et dans le bon sens du terme qu'ils souhaitent être tous les deux un peu leaders des actions. Ah oui, c'est pas négatif quand je dis ça. C'est clairement dans le sens où c'est comme je l'ai dit dans l'intro en fait. Pour moi, clairement, elle veut montrer que ses choix doivent compter dans la balance. Sinon, pour elle, ça sert à rien de voyager avec le docteur en fait. Elle est pas là pour enfiler des perles en fait. Voilà quoi. Mais justement, c'est qu'elle a choisi. Dans un premier temps, elle a hésité à partir avec lui et que là, elle a vraiment eu le temps d'y réfléchir pendant que le docteur il l'attendait pas non plus, mais elle a eu le temps de réfléchir et que là, quand elle part avec lui, c'est vraiment un choix. C'est pas je vais voir bien comment ça va se passer. Très bien. Alors, sinon, donc, le contexte, Pompéi, tout ça. Alors, dans une autre vie, Bob, tu nous avais dit, tu avais regretté durant une précédente saison qu'il y a eu un épisode à la place d'un épisode sur Pompéi. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Du coup, est-ce que, entre guillemets, t'es quand même content d'avoir fini par avoir cet épisode de Pompéi? Ou, voilà, est-ce que... Comment dire? Est-ce que c'est une époque historique qui était intéressante de voir avec le docteur? J'ai bien aimé la remarque d'Eden qui disait que voilà, elle avait apprécié le fait que en fait cet événement qui est naturel soit devenu du fait du docteur en fait dans la série. Est-ce que vous, à ce niveau-là, est-ce que toi, Bob, déjà, c'est à toi que je pose la question d'abord, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a plu? Alors déjà, je sais plus forcément tout ce que j'ai dit dans les épisodes passés, ce qui me permet de faire un espèce de point alerte sur le fait que si mes avis divergent au fil des saisons, c'est juste que je les appréhende peut-être différemment, avec un peu de recul. Du coup, en partant du principe où ce que tu me dis est vrai... par contre, je me trompe jamais. Hein. Oui, d'accord, ok, pardon, excuse-moi. Non, alors, pas pour... j'explique quand même. Le mec est une vraie Sibylle, quoi. Il voit dans le passé, dans le présent, dans le futur. Non, là, pour le coup,
La question c'était non parce qu'en gros forcément quand les Néo-Woovian, quand vous soulevez des points de choses qui vont arriver dans des épisodes futurs, forcément nous ça nous marque, ça nous a marqué. Pierre, il me semble que ça l'avait marqué au moment où tu avais fait la remarque. Je me demande s'il n'y avait pas Adèle, mais bon, Adèle a une telle mémoire qu'elle a dû oublier depuis. Donc voilà. Mais, non, moi c'était peut-être dans une anecdote, tu vois. J'ai fait « Ah oui, tiens !» Donc voilà, en fait, moi ça m'avait marqué en tout cas que tu aies dit. Je me souviens, il me semble que tu as dit « Attends, on aurait pu avoir un épisode sur Pompéi et on a eu ça !» Voilà. Et ben, du coup, à choisir, je pense que j'ai quand même préféré l'épisode sur Pompéi. En termes de décor, il est juste extraordinaire. En même temps, comme l'a rappelé Nicolas, c'est ça ? Oui. Il a été tourné dans des studios qui prêtent justement à ce que les décors soient aussi, entre guillemets, réalistes. Donc, d'un point de vue visuel, je le trouve plutôt bien abouti. Maintenant, c'est vrai que l'histoire, j'ai eu un peu plus de mal. Et je pense qu'ils auraient pu peut-être ficeler davantage l'intrigue autour du volcan et de l'explosion qui allait arriver et faire quelque chose de peut-être plus intéressant de ce côté-là. Mireille, alors je suis désolé, hein, je vais quand même te poser des questions. Ouais, mais du coup, là, la question, elle s'appliquait à Bob. Toi, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce que Bob a dit, ce que tu as pensé j'ai quand même reposé aussi la question par rapport à ce qu'avait dit Eden, du fait que l'événement soit du docteur, par exemple. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves parce que effectivement, vous deux, vous avez trouvé entre guillemets un peu le début, voire le milieu de l'épisode un peu peut-être un petit peu en dessous. Est-ce qu'il y a des choses entre guillemets à sauver, quoi ? Pour ce qui est de faire un épisode sur Pompéi et le dénouement qui est que finalement c'est le docteur qui a causé l'explosion du volcan. C'est surprenant sur le moment que ce soit lui qui en soit à l'origine, etc. Mais moi en tout cas quand j'y réfléchis après, je me dis qu'un épisode sur Pompéi c'est un incontournable parce que c'est un très très gros événement de l'histoire. Et que ce soit le docteur qui ait déclenché ça, c'est super logique finalement parce que ça met la patte de Dr. Wood dans un peu l'espace-temps et dans notre histoire. Donc c'est à la fois surprenant mais à la réflexion totalement logique, je trouve. Bien sûr que le docteur il est dans notre histoire. Mais... N'importe quoi. Bah oui, Adèle elle fait des photomontages donc forcément elle est dans notre histoire après. Bob. Pourquoi n'importe quoi, Adèle? C'est la manière dont tu l'as dit, genre bien sûr. Bob, est-ce que c'est Cédric qui a un défi? Lequel? Ouais, faire des intonations drôles. Mais je fais tout le temps des intonations drôles. Mais est-ce que c'est quand même lui qui a un défi? La réponse est non. Moi, je trouve qu'elle s'acharne beaucoup, hein, parce que ça va. Hein, déjà tout à l'heure, elle m'a sauté dessus sur le bingo. Moi, franchement, Mireille, alors, j'ai pas dit les sœurs Sibyl. Si maintenant je l'ai dit, et ben, du coup. Non, mais après ce que tu viens de faire, moi, je l'aurais proposé aussi. J'attendais qu'elle parle pour y aller. Ouais, puis je joue le jeu. J'essaie de deviner qui a eu un défi. La vérité se cache là, telle une phrase au cœur d'un livre, attendant qu'on la lise. Tu limites vachement bien Sibyl Trelawney, Cédric. T'as vu? C'est pour ça que je m'entraîne à faire des intonations. Continue de... Et donc, stop. Oui. Nous allons bloquer le jeu maintenant, pour la simple et bonne raison qu'il est lancé depuis 15 minutes, et donc que vous n'avez pas trouvé qui était là ou les participants. Par conséquent, il gagne un point. Ils ont également commencé de jouer dans les 3 premières minutes. Ils gagnent donc 2 points. Et ils ont réalisé les 3 actions. Ils gagnent donc 3 points supplémentaires pour un total de 5 points. Ils étaient 2. Est-ce que certains d'entre vous
savent qui étaient ces deux personnes. J'ai une théorie. Il y avait Cédric, c'était... Eh bien, je suis sûr que nous serons captivés par ta théorie, Mireille. Je pense que Adèle est dans le lot et que ça implique une vanne, une blague quelconque à faire, un jeu de mots, quelque chose, un colibet, voilà. Un colibet. Un colibri. Un colibet. Non. Je suis même pas sûre que ça va dire ça précisément, c'est juste que le mot il me fait rire. Attends, Fallait que tu calmes le mot, en fait. Je peux lui envoyer une réponse? Vas-y. Ma chérie, à l'instant même où vous êtes entrée dans cette pièce, j'ai senti que vous ne possédiez pas l'esprit qui convient pour l'art noble de la divination. Tellement bien. Et t'en as enregistré combien, Cédric? Ah, mais j'ai pris quasiment toutes les répliques qu'elle a dans les deux films. Dans les deux films dans lesquels elle a des répliques, en fait. Voilà. Il y en a encore plein. Donc. Alors, en fait, le but du jeu, c'était de me faire devenir dingue. Ça aurait Non marché, plus. remarque. Hein. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive l'épisode et je vous donnerai la réponse dans un moment. Mais il continue Si ou vous ne pas l'avez en pas trouvé. attendant? Bah, ils ont pas besoin de continuer puisqu'ils ont eu l'intégralité des points. Donc, alors s'ils veulent continuer pour le running gag et vous faire deviner, pourquoi pas. Mais il y aura pas plus de points. Allez, soyez bons joueurs. Bon, bah très bien, alors on continue. Moi, je voudrais du coup rebondir sur ce qu'a dit Mireille dans son analyse. Moi, je l'avais pas perçu forcément comme ça. Je pensais pas que c'était linéaire et que c'était déjà écrit que le docteur allait déclencher l'explosion du Vésuve. Pour moi, c'est... comment je pourrais l'expliquer ? Dans la ligne normale du temps, le Vésuve explosait par lui-même et quelque chose est vu remonter dans le passé ou dans la timeline pour venir absorber l'énergie et potentiellement modifier tout ce qui se passe derrière. Moi, j'étais plutôt sur ce niveau de compréhension, alors je sais pas ce que vous en pensez, les autres. Moi, je me pose pas toutes ces questions. Moi, j'étais plus du côté de Mireille, je pense. Et du coup, je trouvais ça un peu effrayant quand même. Que le fait que le docteur, il se balade comme ça, en mode je kiffe voyager, mais il faut quand même un sacré boxon, quoi. Ouais, mais c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que si il repart dans le passé pour faire exploser le Vésuve, quand il arrive dans le futur, il doit repartir dans le passé pour faire exploser le Vésuve. Et il se retrouve bloqué dans cette boucle temporelle entre l'explosion du Vésuve et le présent. Non, je suis pas forcément d'accord avec toi, Bob, parce que pour moi, si tu veux, il fait ça à ce moment-là, mais genre la veille du moment où il a fait ça, quand il était par exemple avec les adiposes, il savait pas qu'il allait faire ça parce que c'est son futur à lui, mais c'est le passé de l'humanité. Comme les fois où il a croisé Face de Beau, avant de savoir que c'était Jack, et ben il savait pas que c'était Jack, mais ça n'empêche qu'il avait déjà vu Face de Beau, tu vois ce que je veux dire ? C'était son futur à lui qui savait que c'était Face de Beau, et du coup, bah lui, vu qu'il l'avait pas encore vécu, il le savait pas. Je suis complètement perdu. Je suis pas la plus claire des explicatrices non plus, désolée. Mais En vrai, genre... mais j'ai une idée de génie. Je crois que quand on part dans ce genre de débat, on devrait créer un jingle qui crie début de migraine. Allez, Au boulot. Je t'en prie, Mireille, continue. Bah, je sais pas trop comment expliquer mon idée, mais le docteur de l'épisode sur les adiposes, par exemple, son futur, c'est d'aller avec Donna à Pompéi au moment de l'explosion du volcan. Ça, Oui. c'est son futur à lui. Donc, il ne sait pas encore que ça va se passer. Oui. Mais ça n'empêche qu'au moment où il arrive à Pompéi, il est à l'année où c'est arrivé, je sais pas quelle année c'est, mais du coup, c'est le passé de l'humanité. Donc, il va faire ce qu'il doit faire, ce qu'il est censé faire, à savoir faire exploser le volcan. Et donc influer sur l'histoire de l'humanité, mais pour autant le docteur en lui-même ne savait pas qu'il allait faire ça, parce que il l'avait pas encore fait. Je sais pas si c'est clair. Oui, je viens de comprendre ce que tu voulais dire. Oui, bah... Putain, ça me fait chier parce que j'arrive pas à contredire. Eh bien, Dommage. sache que j'en suis fière.
Ouais, bah t'as quand même pas réussi à trouver qui étaient les deux personnes présentes dans le défi ce soir. Hein. Oh, ouais, bon, ça va, d'accord. Du coup, bah puisqu'on parle de Pompéi, Pierre, es-tu prêt ? Oui. Eh ben alors, on va écouter notre Pierre Castor. Si je trouve le jingle. Ah, il est là. Pierre Castor. Raconte-nous une histoire. Même 2 histoires. Pierre Castor. Mets tes lunettes et lis-nous tout. Nous sommes en 79 après Jésus-Christ. Toute la région de Naples est surplombée par une montagne qui ne fait plus de dégâts. À moins que... Quelques années auparavant, le sol a tremblé, mais cela fait plusieurs décennies que la montagne n'a pas rugi. À moins que... Cette fois-ci, la cendre a pris beaucoup de place au-dessus des têtes pompéiennes. À moins que... Bon, je vais décrire un peu plus ce qui s'est passé quand même. Ah oui, quand même. Bah oui, hein. Du coup, comme je le disais, donc ça répond à la question, ça se passe en 79 de notre ère. Et c'est donc la catastrophe imprévisible qui se produit et qui raye de la carte cette partie de la péninsule italienne. Pompéi et d'autres villes à proximité du Vésuve sont ensevelies par des nuées ardentes qui ont suivi l'éruption. Alors j'ai lu beaucoup de chiffres, mais il y a un résultat de 3000 morts environ qui est estimé, mais il y avait 33 000 personnes qui habitaient dans la région. Donc le chiffre est tellement peu précis que, en fonction du chiffre, ça peut être la 5e catastrophe volcanique au monde de tous les temps, comme ça peut être une éruption, alors pas plus classique, mais un peu moins dangereuse. Et parmi les morts, il y a eu l'auteur romain Pline l'Ancien, et donc son neveu, qui était raisonnablement nommé Pline le Jeune. Ils ont quand même bien bossé. Il a donné les seuls témoignages directs de l'événement. Alors je sais pas si vous y avez fait attention, mais l'épisode de la série est censé se dérouler le 24 août, mais l'éruption est datée du 24 octobre. Est-ce que vous sauriez pourquoi ? Alors je dirais que pour moi, octobre, ça veut dire le 8e mois. Et du coup, c'est pour ça que c'est en août. Non ? Bah, je sais pas, pour moi, septembre, c'est le 7e mois. Octobre, 8e. Novembre, 9e. Décembre, 10e. Donc, j'en conclus que comme c'est le 8e mois de l'année de ce calendrier-là, de ce calendrier-là, et ben, ils ont ramené ça à notre propre calendrier à nous. Et le 8e mois, c'est le mois d'août. Cédric, sache que même si tu n'as pas la bonne réponse, tu viens de m'apprendre quelque chose. Ah. Pareil. Et j'aime beaucoup ta théorie, même si elle est fausse, moi je la valide. Voilà, moi je dis c'est ça, c'est la bonne réponse. Voilà. Eh ben, je n'avais pas pensé à cette théorie-là, du coup. Donc c'est pas la bonne réponse. Bah, ça pourrait avoir un lien, c'est juste... Ce que j'ai lu, c'est que le calcul des... Au niveau de l'Empire romain, il calculait à chaque fois en partant du premier du mois suivant. Donc ça se passait forcément un 24. Mais ça a longtemps été calé un 24 août parce que justement ils avaient pensé que le texte avait été écrit au 1er septembre. Et que du coup, il faisait 1er septembre moins 8 jours ou moins 9 jours pour tomber au 24 août. Et en fait, ils ont remarqué... Oui, j'ai perdu tout le monde. Non, ça se voit tant que ça ou... J'essaye de comprendre la logique du... Bah en fait, ils ont longtemps pensé que c'était le 24 août parce que ils se sont basés sur la date du 1er septembre. D'accord. Mais pour calculer. Et pourquoi le 1er septembre, il passe au 24 août ? Attends, je vais essayer de retrouver du coup. Alors, petit aparté, pendant qu'il fait ses recherches, c'est censé être arrivé le 24 octobre et nous sommes le 25. Ah, c'est vrai ça, dis donc. Un jour près. Oui. Vous voyez comme quoi le calendrier nous suit encore. Des années après. Oui. Alors, où est-ce que j'avais mis ça ? Un jour, on enregistrera un épisode spécial à Noël. Vous verrez.
Le sera tout vrai. C'est pas vrai puisqu'on n'enregistre jamais à Noël. Mais on est en congé. Dans la variante du manuscrit jugée universellement la plus digne, donc du coup ça rejoindrait ce qu'a dit Cédric, c'est que on lit Nonum Cal Septembres, ce qui voudrait dire 9 jours avant les calendes de septembre, donc soit le 24 août. D'accord. Sauf que la date a été remise en cause parce que il y avait des événements qui se sont passés après entre septembre et octobre qui sont quand même indiqués dans les histoires. Donc D'accord. finalement ça se passerait avant les calendres de novembre, qui est le 1er novembre. D'accord. Ok. Et du coup, ça rejoindrait peut-être l'histoire à laquelle tu fais allusion, Cédric, que septembre a été mal lu et que c'était le septembre de l'époque romaine, le 7e mois. Ah, peut-être, je sais pas. Enfin, après, moi, je sais même pas. J'aime bien ton idée, du coup. Bon. Donc on coupera les 27 minutes qui viennent de passer. Mais non. Et du coup, en 79, donc l'éruption, elle avait eu quelques signes précurseurs, mais comme il y avait des séismes réguliers, ça n'a pas plus que ça inquiété les habitants du secteur, parce que ça faisait plus de 300 ans qu'il n'y avait pas eu d'éruption. Et au final, j'ai lu que la colonne de panache qui s'est élevée au-dessus du volcan, elle est montée jusqu'à 32 km de haut. Donc c'est quand même... Ça a été capturé par les satellites. Bah, certainement Bien que les sûr. satellites de l'époque ont bien dû bosser. Bah oui, tu sais, et tous que- les aéroports étaient paralysés et tout, hein, comme pour le volcan en Islande. Est-ce hein. est-ce que quelqu'un sait dire le nom du volcan islandais? Et Acapulco, non? Acapulco. Laissez-moi dire ça. Vas-y, J'étais redis-le. pas prête. Eyjafjallajökull. Premier degré, j'ai failli dire Reykjavik avant de me rendre compte que c'était la capitale de l'Islande. On fait des quiz. Oui, alors, il y a un truc par contre. Alors ça, c'est pas grave hein, si tu connais pas la réponse. Il y a une question que je me pose quand même, à savoir Vas-y. si c'est vrai ou pas dans ce qu'ils disent dans l'épisode. C'est est-ce que le mot volcan existait vraiment pas avant? Eh ben, j'ai cherché et ça, j'ai pas trouvé à quelle date le mot avait été créé. J'ai trouvé ça très chouette, ce dialogue-là, cette petite subtilité. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà. Bah, écoute, les étymologies, ça parle de 1575-1598, attesté depuis le XIIIe siècle. Mais du coup, ça n'a pas été inventé le lendemain de l'éruption, d'après ces textes-là. D'accord. Ok. Et puis, bah en fait, même si l'épisode du jour est centré sur Pompéi, les premiers écoulements le long du volcan, ils ont rayé de la carte Herculanum, donc c'était une autre ville à proximité, mais pas Pompéi, qui a eu quelques heures ou quelques heures de sursis. Et au final, j'ai aussi appris que la majorité des morts n'a pas forcément été due aux pluies de cendres, mais surtout à des éboulis et à de l'asphyxie, parce que beaucoup s'étaient cachés dans les maisons en pensant y être À l'abri. en sécurité, voilà. C'est assez, c'est assez horrible, je trouve, la scène de fin. Alors effectivement, il y a tout le passage côté Donna et Docteur où voilà, on voit vraiment. Mais rien que le passage où on voit vraiment la vie, enfin les habitants qui paniquent. Moi, très honnêtement, je me sens clairement comme Donna hein, pendant ce passage-là. hein. C'est assez. Oui. C'est assez horrible en fait. Et je trouve qu'il est vachement bien fait ce passage-là. Enfin, voilà. Bah, Ouais. c'est très prenant, t'as l'impression d'être dedans, en fait. C'est ça, mais par contre, moi j'ai trouvé que l'argument pour justifier de devoir faire exploser le volcan était un peu léger. Parce que, est-ce qu'honnêtement le docteur n'aurait pas pu arrêter l'invasion des pyrovilles? Enfin, je veux dire, il a arrêté des invasions extraterrestres, je pense, beaucoup plus massives, notamment dans l'épisode Le Docteur et le Maître. Est-ce qu'honnêtement, il aurait pas pu empêcher le volcan d'exploser, laisser apparaître les
les pyrovilles et les arrêter derrière. Il est chiant à poser des questions, lui. Hein. Il avait l'air quand même assez convaincu quant au fait que... Enfin, il avait l'air de connaître peut-être suffisamment la race pour dire clairement que s'il les laissait venir, ça en était fini, quoi. C'était fini. Il prenait possession de la Terre. Voilà, donc... Je sais pas. Je trouve que c'est une pirouette. Oui, c'est Une facilité scénaristique. Bah si, alors, bon déjà... On peut avoir le bingo, s'il te plaît. Ouais. J'ai beaucoup de trucs sur la console aujourd'hui, c'est horrible. Avec un épisode de retard. Tu penses que les Sibylles l'avaient vu venir ou pas, le déclenchement du bingo? Ah bah attends, faut que je le retrouve ailleurs. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire ça. Voilà. Mais... bah, je sais plus ce que je voulais dire, moi. Si, je voulais passer un extrait. Mais du coup, j'ai envie de passer l'extrait au complet du passage dont on parle, qui est au final repris déjà à la fin du résumé. On va l'écouter. Il fait un peu chaud. Vous voyez, le convertisseur d'énergie prend la lave. Il utilise cette énergie pour créer une matrice en fusion qui soude les pyrovilles aux humains. Tout est prêt pour en convertir des millions. Vous ne pouvez pas l'empêcher avec tous ces boutons? Si, mais vous ne comprenez pas. C'est pour ça que les sœurs Sibylles ne voient pas le volcan. Il n'y a pas de volcan. L'éruption du Vésuve ne va pas avoir lieu. Les pyrovilles s'emparent de son énergie. Ils vont s'en servir pour envahir le monde. Mais vous pouvez l'empêcher? Oui, je peux inverser le système, déclencher l'éruption et tout faire exploser, mais... je dois faire un choix. C'est Pompéi ou c'est le monde. Oh mon Dieu. Si Pompéi est détruite, ce n'est pas à cause de l'histoire, mais de moi. C'est moi le responsable. Les pyrovilles sont faits de pierre, ils ne peuvent peut-être pas exploser. L'explosion du Vésuve équivaut à 24 bombes nucléaires. Rien ne peut y résister. Et certainement pas nous. On s'en fiche de nous. Qui est beau. Alors... Oui, Donna est très altruiste. Oui, je trouve. Moi, ça réveille un truc chez moi, ce passage-là, à chaque fois. C'est si il arrête pas de dire que c'est un point fixe dans le temps, que ce qui doit se passer doit se passer, qu'il y a que tout le monde doit mourir. Pourquoi, à partir du moment où il se rend compte que c'est lui, pourquoi son réflexe n'est pas de sauver finalement un maximum de monde, sachant qu'au final, il se rend compte que ce qui s'est passé est de sa faute, donc ce qu'il doit faire, de toute façon, il le fera. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, je vois et je suis complètement d'accord avec ton questionnement. D'autres réponses ? Moi, je me suis demandé si le point fixe, ça concernait pas les morts aussi, du coup. Enfin, tu vois, genre, est-ce qu'ils considèrent que si le point fixe, c'est l'éruption du volcan et la mort de tous les habitants, en fait, et du coup, il peut pas sauver tout le monde si ça fait partie d'un point fixe. Oui, mais à partir du moment où c'est un point, où le point fixe, en gros, c'est lui qui l'a créé. Comment il peut partir du principe que il a décidé d'en sauver aucun? Sauf une famille. Sauf une famille. Et d'ailleurs, moi, ça me choque en comparaison à d'autres épisodes, mais on pourrait y revenir après. Comment Il le sait parce qu'il a été pas dans le futur, ouais, mais voilà, parce qu'il sait qu'il n'y a eu aucun survivant, hormis... oui. C'est ça, c'est pour éviter de modifier le futur. C'est ça. Parce que sinon, tout ce qui se passe entre 79 et du coup la série en 2007 ou 2008, tout ça, ça peut être changé. Ouais. C'est pas des petits événements où il y a les extraterrestres qui attaquent et ils sont repoussés. Là, c'est une éruption qui fait des milliers de personnes et forcément que dans les personnes décédées, il y aurait des personnes qui auraient pu avoir une vie complètement différente après 79. Je sais pas. Moi, c'est vraiment... Là, par contre, j'avoue que ça, c'est un raisonnement qui me gêne un peu, enfin, que je ne comprends pas. C'est à partir du moment où c'est de sa faute, j'estime qu'il aurait pu
avoir, entre guillemets, alors certes, c'est trop tard, puisqu'il s'en rend compte trop tard, entre guillemets, par rapport au moment où Donna était prête à tous les ramener dans un stade pour tous les faire évacuer, etc. Enfin, elle voyait grand, hein. Elle voulait direct faire le stade de Pompéi, Donna. Et du coup, en fait, moi, je trouve pas ça logique qu'après, à partir de là, il refuse au moins... Parce qu'effectivement, il va sauver la famille, donc il sauve la famille de Calcilius. Je trouve que pourquoi, au début, il dit non, alors qu'il a la possibilité directement, et que de toute façon, c'est de sa faute. Et je sais pas si... Alors, effectivement, donc s'il y a eu réellement aucun survivant, j'en sais rien, voilà... Mais je sais pas, enfin moi c'est vraiment quelque chose qui me gêne en fait. Bah, pour moi, je pense que quand il décide de sauver la famille, déjà il prend un énorme risque en fait. Je pense que dans sa tête, il se dit qu'il a justement modifié le point fixe et que là il a pris un gros risque. Et donc, oui, mais qui lui dit que le point fixe n'inclut pas justement cette famille sauvée? Bah parce qu'il a été dans le futur et qu'il sait que cette famille n'était pas sauvée dans le futur. Mais alors, ça contredit ce que disait Mireille tout à l'heure. Si on part dans la théorie où c'est très linéaire et donc l'explosion du Vésuve est le seul fait du docteur, du coup, je rejoins Cédric, il aurait dû être au courant que la famille pouvait être sauvée. Puisque de toute façon, c'est lui qui a Puisqu'il les a sauvés au final. Donc ça s'est passé comme... c'est point fixe. Bah oui, ça s'est passé tel qu'il l'a fait au final. Ça s'est pas passé autrement. Non, donc je te remercie parce que maintenant grâce à toi j'ai l'impression d'avoir perdu 40 minutes de ma vie à regarder un épisode qui a bouclé sur lui-même et qui n'a strictement rien apporté sur rien. Non, alors le truc c'est que je vais essayer de parler et de réfléchir en même temps, ce qui est pas forcément évident. Parce que bon, du coup Pompéi pour lui c'est un point fixe. Après, pour lui le point fixe ça comprend que tout le monde meurt. Mais il décide de sauver une famille. Mais en fait, au final, le point fixe comprend cette famille-là. Oui. Ouais. Et ben pourquoi le point fixe... C'est quoi le problème, du coup ? Pourquoi le point fixe... Enfin, comment... Du coup, puisqu'au début, il voulait pas la sauver, donc finalement, il y va. Donc pourquoi le point fixe n'aurait pas pu... pourquoi lui, il décide, sachant que c'est lui le créateur de ce point fixe, pourquoi il ne décide pas d'en faire un point fixe, donc avec plus de gens sauvés ? C'est ça, en fait, le... Alors... Ah, c'est compliqué. Non, c'est pas idiot, hein, parce que je pense qu'effectivement, le Pompéi, je pense que ça a joué sur pas mal de... Enfin, ça a eu des conséquences. Où les gens... Enfin, toi, s'il y avait pas eu... si ça avait pas été aussi dangereux, en fait, si tout le monde s'en était sorti, ça aurait peut-être pas inquiété outre mesure par la suite. Et puis voilà, effectivement, ça aurait pu jouer aussi sur des guerres, j'en sais rien, etc., quoi. Et après, moi, ce que je réfléchissais aussi tout à l'heure, c'est que le docteur, du coup, il connaît le point fixe de Pompéi, mais il connaît pas forcément les détails. Donc lui, il sait que Pompéi, c'est un point fixe et que, a priori, il n'y a pas eu de survivants. Bon, après, une fois sur place, il se dit, logiquement, si je sauve 4 clampins, c'est peut-être pas non plus... ça reste quand même la majorité qui décède, quoi. Donc ça change pas grand-chose à ce que lui, il avait en tête par rapport à son point fixe. Et c'est là où, du coup, je trouve que ça rentre en collision avec un épisode qu'on a vu par le passé, à savoir Fête des Pères. À ce moment-là, quand on voit le merdier que ça a créé quand il a essayé de sauver le père de Rose, pourquoi ça n'a pas créé quelque chose de tragique de sauver 4 personnes ? Parce que, parce qu'il devait vérité, être sauvé, ces personnes-là devaient être sauvées. Mais c'est juste que lui, dans le futur, dans le futur, entre guillemets, dans le futur de l'humanité, on ne sait pas que ces 4-là, ils ont été sauvés. Parce en gros, c'est 4 parmi 3000, donc ils ont dit tout le monde est mort, en fait, tu vois. Si on revient sur l'épisode Fête des Pères, si on réfléchit, Rose a rencontré le docteur en travaillant limite pour entretenir sa mère. Elle rencontre le docteur, puis quelques épisodes plus tard, le docteur l'emmène sauver son père est sauvé, son père arrive à entretenir Jackie, donc Rose n'a pas besoin d'aller travailler dans un magasin, elle fait des études, etc. Elle ne rencontre pas le docteur, donc au final, Rose n'a pas pu aller sauver, c'est ça en fait le paradoxe. Alors que là, à Pompéi, au final, on n'a aucune
confirmation qu'ils sont censés être morts, en fait. Enfin, moi, c'est ça, en fait, moi, qui me dérange dans cette histoire-là. C'est pourquoi au début, il s'entête à vouloir, entre guillemets, laisser tout le monde mourir, alors que c'est lui qui est à l'origine du truc, et donc c'est à lui d'en faire ce qu'il a envie d'en faire. Entre guillemets, quoi. Oh, j'ai envie de tuer tout le monde. Bah, et pour le coup, en plus, Caecilius, du coup, qui sauve, bah, en fait, c'est une personne, son corps a été retrouvé et sa maison aussi. Quand Pompéi a été retrouvé. Dans la réalité, Caecilius, il est retrouvé dans sa maison des siècles plus tard. Ah bon ? Mais qui nous dit que c'est bien Caecilius et pas un autre homme ? Parce qu'il a vraiment existé ? Oui. Il était banquier, mais c'est un personnage qui a vraiment existé. D'accord. Bon, bah alors là... Parce que ça aurait été une personne qui était inconnue ou il aurait pu être sauvé, effectivement, mais là... Bah écoute, écoutez, du coup, bah moi je ne sais pas. Voilà. Eh bien, nous demanderons l'avis à nos auditeurs et auditrices qui Oui, auront n'hésitez peut-être pas à des nous hypothèses. donner plus de migraines encore. Voilà. Envoyez-nous votre avis. Voilà. Est-ce que... Ouais, voilà. Très bien. Alors, on va peut-être faire une pause, hein, parce que c'est un peu... pour l'instant, on parle un peu sur des trucs tristes. J'ai envie de partir sur du joyeux. À moins qu'il y ait quelque chose de triste que vous voulez aborder tout de suite. Oui, en parlant de tristesse, quelqu'un a pensé comme moi aux Transformers en voyant le Pyroville. Ah, c'est vrai, tu voulais avoir une pensée émue pour Maël. Voilà, je pense que c'était bien placé. Ouais. J'ai vraiment hâte qu'il écoute l'épisode, du coup. C'est vrai. Bah du coup, est-ce que ceux qui ont vu Transformers donc trouvent que les Pyroville adultes ressemblent aux Transformers ? Personne n'a vu Transformers. Non. Mais moi, j'adore Transformers. Les musiques, elles sont chouettes. Voilà. J'ai vu que le premier. Bah ouais, mais la musique, elle est Bon, chouette. donc t'as vu les voitures. Enfin, les Transformers, du coup. Les gros robots. Oui, enfin, j'avoue que j'ai vu il y a plus de 15 ans. Je crois qu'il m'a pas vraiment marqué ce film. Je l'ai pas trop aimé, donc je m'en souviens plus trop. Moi, j'ai vu Bumblebee, ça compte ou pas ? Bah oui, il transforme. C'est un Transformers. Donc voilà. Elle trouve effectivement... Moi, c'est vrai. Je trouve qu'il y a un petit air. Effectivement. Après, c'est peut-être l'idée aussi. Hein. C'est marrant qu'ils fassent en marbre des cartes, des circuits imprimés. Je trouvais ça super drôle. Voilà, c'est tout. Tu veux dire le truc qu'on faisait en cours de techno en 5e ? Oui, c'est ça, mais ça m'a fait exactement penser à ça, en fait. Je trouvais ça, mais hyper drôle. Voilà. Bon, alors, passons sur quelque chose de plus joyeux, et on va passer du... Oui. Peut-être, histoire de transitionner en douceur, est-ce qu'on ferait pas un point sur le jeu, du coup ? Est-ce que vous avez pu réfléchir et trouver qui étaient les deux participants de ce soir ? Non, moi je mise toujours Cédric. Adèle et Doraline. Ouais, moi je reste sur Cédric et Adèle, donc... Ok, alors Cédric, oui. Adèle, non. Qui est le compère de Cédric ? Quand je t'ai demandé si Cédric était dans le jeu, tu m'as dit non, Bob. Tu m'as dit, on pourra réécouter l'enregistrement, nos auditeurs pourront trancher la question. Tu as dit, c'est Cédric. Et ce à quoi je t'ai répondu non, puisqu'il y avait Cédric et quelqu'un d'autre. Waouh, c'est très... Désolé, je suis dans les détails. Mais tout est détail. Oh, je n'en suis pas si sûre. Donnez-moi la tasse. Ah, tu régales tellement ce soir. Allez, est-ce que la personne... Vas-y, là, balance-toi qu'on en finisse. Bonjour. Alors maintenant que vous savez qui sont les deux personnes défiées ce soir, est-ce que vous pouvez essayer de deviner quel était leur défi ? Ou est-ce que vous en avez marre et est-ce que je vous balance l'information tout de suite ?
Je sais pas, Cédric devait beaucoup parler, Pierre pas du tout. Et boum. Alors je sais vraiment pas comment je dois le prendre. Hein. Non, j'ai trouvé que t'intervenais plus, mais en même temps on rame un peu plus ce soir. Mais Bon, ça risque d'être compliqué, donc je vais vous lâcher l'information. Le défi ce soir, c'était de placer 6 billes. Ils devaient le placer 3 fois chacun. Et lorsque l'un des deux le plaçait, le second avait 2 minutes pour le placer également pour que le point soit pris en compte. Et ils l'ont placé très très rapidement, 2 fois dès les premières minutes en fait. Très clairement, ils m'ont vraiment, si je suis honnête, j'étais assez déçu de ta participation la dernière fois, Dora, mais là eux, ils mon jeu à la con. Big up Maël. Là, là j'ai été subjugué par votre prestation, les gars. Honnêtement, ça a bien profité, ouais, le fait que Cédric ait les jungles. Ouais, non, on a fait une équipe d'enfer. Carrément. Donc, on peut passer maintenant au truc un peu plus gai. Bon, bien que le jeu, il était très marrant, on s'est bien marré, nous. Tu parles de quoi, de jeu à la con? Tu sais qu'on a eu un avis, puis l'auditeur, il l'a appelé comme ça. Quoi? On a eu un avis, je crois que c'est dans la journée. Hein. Attends, je le retrouve. Ah non. Par contre, j'ai perdu le jeu à la con de Franck, j'étais persuadé que c'était Cédric qui avait un gage. Ah bah sympa. Merci. En lisant ça, je me suis dit, ah merde, Maël, il a foutu la merde en appelant ça le jeu à la con. Ceci étant, on n'avait pas forcément de... Mais c'est une bonne idée, parce qu'on n'avait pas forcément de nom pour ce jeu, donc moi ça me va. C'est en référence aux questions à la con. Oui, il y a eu ça aussi, mais c'est Maël qui l'a appelé comme ça, mais moi je pense qu'il y a eu un mélange de ça en fait avec... Maël, avec ça sortait tellement du cœur, oh le fou rire. Mais en tout cas, moi, je donnais ma vie pour trouver les personnes missionnées. Je les ai pas trouvées. Je suis dégoûtée. Mais ça m'a fait trop plaisir. Merci de ton investissement, Mireille. Pas de rien. J'en ai fait une affaire personnelle et j'ai échoué. Voilà. Je dormirai mal ce soir. Bon, donc, on va peut-être réussir à parler de ce dont je voulais parler. Et pour ça, on écoute un extrait. Merci, cher monsieur. Malheureusement, la boutique est fermée pour la journée, j'attends un visiteur. Oh, c'est moi, je suis un visiteur, merci. Qui êtes-vous? Je m'appelle Spartacus. Oui, tout comme moi. Monsieur et madame Spartacus. Oh non, on n'est pas ensemble. mariés. Oh, vous êtes frères et sœurs. Mais oui, bien sûr. Vous vous ressemblez énormément. C'est vrai? Je suis navré, mais mon commerce est fermé. Et vous vendez quoi exactement? Du marbre. Obus caecilius. J'extrais, je polis et je sculpte. En clair, s'il vous faut du marbre, je suis votre homme. Tant mieux, c'est parfait parce que je suis inspecteur en marbre. Par les dieux du commerce, il ne manquait plus que ça, une inspection. Je suis désolée, monsieur. Je vous présente mes excuses pour mon fils. Voici Météla, ma ravissante épouse. Je dois vous l'avouer, nous ne sommes pas du tout prêts pour... N'ayez crainte, je suis sûr que vous n'avez rien à cacher, bien que de vous à moi, cet objet me fait plutôt penser à du bois. Je t'avais dit de t'en débarrasser. Je l'ai acheté aujourd'hui. L'alchimie entre le docteur et Donna. Voilà, on en a parlé très rapidement, mais j'aimerais revenir dessus, parce que c'est la première fois du coup que Donna voyage. Ça pourrait être un peu perturbant, hein, elle se retrouve quand même dans une autre époque, dans un autre pays. Voilà, mais je trouve que, enfin, voilà, titre perso, je trouve que ça match. Qu'en pensez-vous ? Bah ça fait plus que matcher, ils sont géniaux tous les deux ensemble, ils ont une complicité, même s'ils se connaissent pas depuis très longtemps, comme on a pu le souligner, ils ont une complicité de ouf, et c'est juste trop bien. Ouais, ça transcende l'écran, on a presque l'impression que les acteurs étaient carrément potes même sur le plateau, peut-être. Alors s'il faut, dans les anecdotes, vous allez nous dire qu'ils pouvaient pas se supporter, pas se blairer. Ce serait drôle. Les scènes étaient enregistrées chacun de leur côté. Et après, c'était sur un fond vert. Avec un balai, une perruque. Ah oui. Rose. Un bout de scotch. Un bout de scotch. Un bout de scotch. Horrible. Mireille.
J'aime beaucoup la dynamique qu'il y a, la complicité qu'ils ont. Et le fait que Donna soit à l'aise, perso, je l'explique par le fait qu'elle a attendu le docteur, elle a attendu qu'il vienne, de le retrouver ou qu'il revienne la chercher. Chose qui n'a pas été le cas ni pour Martha ni pour Rose parce qu'elles sont tombées dessus, en fait, elles l'ont rencontré, elles sont parties direct. Tandis que Donna lui a dit non dans un premier temps et ensuite elle a attendu, elle s'est dit mince, j'ai fait une bêtise, j'aurais dû aller avec lui. Et donc elle a eu le temps de s'y préparer. Peut-être aussi parce que Donna est plus mature. Alors, je vais pas dire elle est plus âgée parce que pour moi la maturité vient pas. Enfin, la sagesse vient vieillissant, mais pas la maturité. Et que c'est aussi quelqu'un de vrai en fait et qui a du caractère, elle l'assume. Alors autant elle peut être ultra sensible, ultra touchante, mais quand elle a des idées et qu'elle est convaincue de ses idées, elle va rester, enfin, tu vois, elle va les maintenir. Et ouais, je trouve que c'est quelqu'un de vrai. Je pense que c'est aussi beaucoup pour ça que ça match. Ça fait pas forcer. Et moi, je trouve qu'ils ont super bien géré au casting et le personnage est super bien écrit. Je suis d'accord avec Doraline. Ouais, mais j'ai endormi tout le monde. Non, j'attends de voir s'il y a d'autres avis, des réactions. Non, mais clairement, oui, c'est un duo qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien, je sais pas. C'est un duo qui fonctionne bien. Oh, il parle normand. Parle le breton, je suis désolé. Je suis une rechute. Non, mais oui, clairement, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné dès le départ. D'ailleurs, pour parler d'un truc sympa, j'ai regardé 2 fois l'épisode et j'ai noté 2 fois que je suis sûr que ça fera plaisir à Adèle, que à un moment, Donna est habillée en violet. Ouais, ça m'a pas trop plu, ça. Un épisode si bien et paf. Et ça a plombé l'épisode. Et là, j'ai fait stop. Et du coup, en fait, en vérité, je dois bien avouer, je n'ai pas vu la fin de l'épisode. Et du coup, tu sais à quel moment ça se passe? J'ai rage quit. À quel moment ça se passe à quelle partie t'as arrêté de voir? Attends, je sais plus. Il a bien dit de voir. Hein. Si, attends, c'est quand. Pourquoi ça fait comme si je disais robe, boire, je crois. Oui, moi j'ai entendu à moitié boire. Même pas. C'est quand la fille lui prête une robe, je crois. Tout à fait. Oui, quand elle dit qu'elle est la déesse Vénus. Oh, mais c'est un sacrilège. Oui, c'est vrai. Mais même ça, ce moment de complicité entre les deux était très chouette. J'aime bien ce passage-là parce que où Donna justement elle essaye de s'intéresser à la jeune fille, enfin à la jeune femme plutôt, en lui demandant ce qu'elle aime faire, etc. Enfin voilà quoi, elle est vraiment là pour aussi apprendre voilà quoi, elle va apprendre de ses voyages en fait. Bah c'est bien. Bah oui. Je suis d'accord avec elle aussi. Est-ce que vous prononcez Donna Noble ou Donna Noble? Noble. Moi Noble. C'était la question? 1 point. En tout cas en VF ça se dit Noble. D'accord. Alors par rapport à la VF, Adèle elle s'est foutue de ma gueule. Le titre du DVD, c'est ça? Non, parce que j'ai envoyé un message, je lui ai dit mais attends, je crois que les doubleurs ils ont pété un câble, parce que je dis à un moment j'ai l'impression qu'on entend enfant à vendre. Oui. Ah oui, au lieu de enfort. Et en fait elle me dit mais non c'est enfort. J'ai dit ah j'ai entendu enfant. Je l'ai eu aussi, mais tout de suite après, il dit elles sont, ou je sais pas quoi, il dit elles. Et le pire, c'est que j'étais là, genre, mais il dit ça pour rire ou il a vraiment compris enfant? Il a vraiment entendu. Non, mais j'ai vraiment compris enfant, au point que j'ai même essayé d'écouter en VO ce qu'il disait le gars, et au final, en VO, c'est juste inaudible. Mais, donc voilà. Je dis, mais ils sont fous, ils vendaient même des enfants. Ouais, mais ils en vendaient 2 pour le prix d'un, donc... Oui, c'était ça. Après, c'était la crise déjà à l'époque.
spoiler alert sur les publications des réseaux sociaux, mais je savais très bien que c'était en fort parce que j'ai travaillé sur le panneau. Bon bah voilà. Bah, c'est pas vraiment un spoiler vu que le truc sera publié avant l'épisode, donc. C'est un spoiler à retardement. Mais voilà, c'est drôle. Enfin bon, j'ai été un peu outré, mais voilà. Mais je l'ai bien vécu. Donc, est-ce qu'il y a des personnages sur lesquels vous voudriez revenir? Lucius, c'était particulièrement énervant. C'est le prénom, ça? Non, je crois pas, non. J'avais pas tilté. Pardon. Ah ouais, non, si, c'est une tête à claque. Hein. Ce qui aurait été extraordinaire, ce serait que quelqu'un dans l'épisode l'ait regardé et lui ait sorti « Mais comment fais-tu pour te supporter, Lucius ?» Ça aurait été tellement beau. C'est vrai. Non, mais il n'était pas encore sorti. Enfin, le Harry Potter était pas encore sorti. Ah bah ça y est, je rigolais de ma blague et là j'ai envie de pleurer maintenant. Il était pas... Ah ouais, non, c'est vrai, celui-là il était pas sorti, c'est vrai. Bah oui, c'est le dernier. Enfin, l'avant-dernier. Oui. Lucius, c'est l'oracle ou c'est le fils de... L'augure. Bah c'est le père, c'est le vendeur, c'est celui qui a fait la carte à puce. Ouais. Non, ça c'est... Non, Lucius, c'est l'augure. Caecilius, c'est le père. Ah oui, c'est lui qui fait les... Hein bah il s'appelle Lucius Caecilius. Non, c'est Caecilius. Ouais. Ah, ils s'appellent pas tous Lucius. Nous sommes à l'âge de Lucius. Lucius présent. Lucius présent. Toujours fourré avec Lucius. Alors, le père, c'est Caecilius. Et... Bah, le méchant, c'est Lucius. Peter Capaldi, son personnage, c'est Lucius Caecilius Jucundus. Jucundus. Et je sais pas... Pour moi, Caecilius, c'est son prénom. Hein. Bah non, c'est le nom de famille. Mais pourquoi sa femme l'appellerait par son nom de famille? Je sais pas. Parce qu'en plus, tu appelles tes enfants par leur nom de famille aussi? Bah, il y en a un qui s'appelle bien Quintus, ça veut dire cinquième. Oui. Son fils, il s'appelle Quintus. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 4 d'avant? Enfant à vendre. Alors, l'augure, bah voilà, et deux mots pris d'un. Ça fait un nombre pair. Hein. L'augure s'appelle bien Lucius Dextrus. Oui, Dextrus. Et effectivement, le sculpteur de marbre s'appelle Lucius Caecilius. Nous sommes effectivement à l'âge de Lucius. Pourquoi ils s'appellent tous Lucius? Donc l'autre, c'est Lucius Quintus. Oh tant que la mère s'appelle pas Lucius, ça va. Hein. Lucius Talina. Oh là Talina là. avec un L et deux A. Oh. Excellent. Ah là là. Bref, donc est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous voulez revenir? Bah, l'air de rien, moi je trouve que la famille, elle est... Enfin, j'aime bien la famille, moi. Caecilius, donc oui. Metella. Ah non, c'est Metella, sa femme, Evelina, sa fille, et Quintus, son fils. Mettez où? Mettez-la. Mettez-la. Je suis désolée, elle était éclatée au sol, mais j'étais obligée de la faire. Ces échanges n'ont plus aucun sens. Et donc... Bon, oui, elle est sympa, cette petite famille. Bon, au début, Quintus, il prend un peu cher quand même. Hein. Le pauvre, tu fais rien de tes journées, tu ferais mieux d'être comme ta sœur. Ouais, le fils. Sympa, j'aime quoi. beaucoup quand même, c'est assez tôt, je trouve, où on voit qu'il... Entre guillemets, qu'il protège sa sœur quand il dit à sa mère, par exemple, qu'elle exagère, qu'il faut qu'elle arrête et tout. Enfin, je sais pas, je trouve que... Il protège sa sœur ou il fait juste le rebelle? Ah, peut-être aussi. Ah, peut-être que il fait le rebelle pour protéger sa sœur. Oula. Oh ouais, moi j'aime bien cette famille. Et puis, je trouve qu'enfin, ils ont tous, à part la mère, en fait, c'est peut-être, on va dire, c'est peut-être celle qu'on voit le moins.
Ils ont tous un peu un rôle, donc bah forcément il y a le père, le fils il va avec le docteur chez Lucius, Evelina, elle c'est plus avec Donna du coup qu'il va y avoir les échanges. C'est là que Donna se fait enlever et puis que heureusement le docteur est armé d'un pistolet à eau. Cette scène est très drôle, moi j'aime beaucoup cette scène. Voilà. Et puis bah je trouve ça, voilà, j'aime bien la petite famille. Mais bon, bah, si vous avez rien d'autre à ajouter. Hein. Non. Si, juste, moi, j'ai eu un petit moment de... Enfin, j'ai eu un peu d'empathie avec Lucius l'Augure quand le doc fait péter son espèce de puzzle. Ah, quand il fait tomber les trucs, ouais. Et que je vois énormément de détresse dans le personnage, et je me suis dit, mais merde, quoi, tu les remets en place, c'est tout. Et oui, je me suis dit, c'est n'importe quoi. C'est vrai, c'était pas non plus un puzzle de 1000 pièces, quoi. Bah non, il y en avait 6. Ouais, t'avais 4 pièces qui étaient énormes. Au pire des cas, il demandait un coup de main à quelqu'un d'autre, et puis voilà, quoi. Ah oui, parce qu'il avait plus qu'un bras, donc il pouvait pas les ramasser tout seul. Mais parce que c'est du marque quand même, donc ça doit pas être léger. Mais oui, effectivement. Est-ce que vous avez des éléments marquants, Bob? Oui, la scène du dilemme quand le doc se rend compte qu'il est face à un dilemme, c'est ce que je disais, hein, c'est ce qui m'a permis de raccrocher l'épisode. Mireille. Eh bien, ce que j'ai évoqué un petit peu tout au long de l'épisode, en fait, c'est les dernières scènes dans leur globalité qui ont été particulièrement marquantes, je trouve. Eden. Moi, c'est la scène quasiment post-générique où on voit quelques mois, je crois, après l'explosion du Vésuve, le fils qui va prier devant le docteur et Donna avec le Tardis, du coup la tablette. Oui, où ils sont considérés comme étant les dieux de la maison. Oui. J'aime beaucoup ce petit clin d'œil. Et d'ailleurs, le Tardis s'intègre vachement bien à la place d'un sanctuaire ou d'un temple. Je trouve ça assez sympa. Tout à fait. Doraline. Oui, alors j'en ai déjà parlé, du coup la scène où Donna supplie le docteur de revenir. Ah oui, c'est vrai, tu m'as demandé même de la préparer. J'ai commencé à pleurer et celle qui m'a officiellement achevée, c'est quand elle comprend qu'en fait ça va être inévitable et où elle fait ce geste très symbolique d'aider le docteur à pousser ou à tirer, à baisser le levier. Ah bah alors c'est pas ce passage-là que... Bah du coup c'est le passage que j'ai diffusé tout à l'heure, ça. Oui, mais elle est Moi je combinée. pensais que c'était celui-là. Oh bah je le passerai après. Adèle. Alors moi c'est beaucoup plus tôt le passage dans l'épisode. C'est la question hyper pertinente de Donna qui dit mais si je leur parle en latin, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Je trouve ça hyper intéressant comme question parce qu'effectivement et puis il parle en celte ou je sais pas quoi. Que même le docteur n'a pas la réponse. Mais oui, ça j'adore comme ça quand il pose des cols comme ça genre mais il se passe quoi? Et là bah j'en sais rien et je trouve ça très amusant. Pierre. Eh ben, j'avais noté le même qu'Adèle en mettant que c'était justement assez fou qu'elle soit... comme elle l'a fait à plusieurs moments dans l'épisode, en fait, elle pose des questions qui sont un peu des cols pour le docteur, où on pourrait se dire qu'au bout de 900 ans, il pourrait quand même avoir la réponse. Et en fait, c'est des questions qui s'est jamais vraiment posées, et puis... elle est là depuis... c'est son premier voyage dans le passé, c'est son premier voyage à l'étranger, et elle se pose directement la question. Ouais, ça, en fait, ils montrent vraiment, en gros, qu'ils ont une façon de penser complètement différente, et justement, ça montre peut-être un peu une complémentarité, je trouve. Tout à fait. Ouais. Et puis, du coup, c'est marrant que ce soit du celte, parce que j'imagine que c'est qu'en 1900... En 79, l'anglais n'était pas encore développé, donc il fallait trouver une autre langue. Oui, effectivement. Du coup, moi, je pensais que le passage dont Doraline parlait, c'était celui-là qui est quand même assez dur, mais je l'aime beaucoup. Vous ne
crois que j'en ai assez fait. L'histoire est rétablie. Tout le monde va mourir. Vous devez empêcher ça. Vous devez empêcher cette catastrophe de se produire. Ce n'est pas juste. Non, ça ne l'est pas. Je vous rappelle que votre planète aussi, elle a explosé. Oui, je le sais. Vous ne comprenez donc pas. Qu'est-ce que vous croyez? Si je pouvais revenir en arrière et les sauver, je le ferais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas revenir en arrière, jamais. C'est impossible, je ne peux pas, je regrette. Au moins quelques-uns. Je vous en prie. Pas toute la ville, mais au moins certains. Voilà. Moi, Mais je si, trouve du que... coup, c'est celle-là. Ah, c'est bon. celle où elle le supplie d'en garder. Elle me prend au trip, cette scène. Juste, Bah oui, mais en comme écoutant, tu disais que c'était un peu avant de quand elle l'aide, justement, alors que ça se passe après, en fait, ce passage-là. Non, j'ai dit et en parallèle, ok. j'ai dit que j'en avais deux. D'accord. Voilà. Moi, c'est vrai que c'est un passage très joli. Et puis au moins, en tant qu'actrice, elle pleure vraiment. Combien t'as d'actrices qui... C'est des larmes de crocodile, quoi. Oui, Et oui, là, non, franchement, tu vois toute l'émotion, c'est ouf. C'est clair, quand on... Enfin, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'elle est beaucoup plus habituée à des rôles comiques. Et je trouve que, enfin, clairement, elle est... Enfin, elle joue... Enfin, c'est une actrice, quoi. Clairement, moi, je trouve qu'elle est... Elle est bien, quoi. Ouais, enfin, ouais, non, mais je sais pas, je m'en rends pas compte, mais franchement, enfin, voilà, moi, je trouve que... Ouais. Alors, et par contre, donc, cette scène-là, au final, par la suite, après, ce qui se passe... Il y a un autre passage que je trouve assez... ouais, touchant, enfin, marquant. C'est à la fin, quand le docteur, il lui dit... vous aviez raison, j'ai parfois besoin de quelqu'un. Et c'est là qu'il lui dit bienvenue à bord. Et en fait, ça, moi, je me suis rendu compte qu'au final, ça faisait presque écho à la fin de l'épisode de Noël avec Donna, justement, où elle lui disait trouvez quelqu'un, parce que je crois que des fois, il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous arrêter. Et en fait, je trouve que ça. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il répond à cette remarque-là et pas une remarque plus récente, en fait. Je sais Bien pas vu. si c'est voulu, mais j'ai mal pensé en tout cas. Ouais, bien vu l'aveugle. Voilà, merci. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. On vous écoute pour les anecdotes que vous nous avez pas encore dites. On va commencer par une catégorie les méchants du jour. Donc dans cet épisode qui, je vous le confirme, a été écrit par James Moran, connu dans le Universe pour avoir écrit l'épisode de Torchwood Alien Mortel. Celui-ci, donc il raconte avoir eu des difficultés pour écrire... donc du coup, James Moran raconte avoir eu des difficultés pour écrire cet épisode et avoir au moins réécrit le texte d'ouverture plus d'une vingtaine de fois. Les Pyroville ont connu beaucoup de changements au cours de l'écriture du script. Ils sont passés de Pyrovillaxian à Pyrovélian pour enfin terminer par Pyroville. Plus facile à dire. Oui. Bah oui, c'est plus simple. C'est ça, en fait, il a dit, ok, toujours trop compliqué, ça c'est bien. Les Mais on va finir par pyrovilains. pyro. Voilà. Les pyrovilains. Oh non, c'est nul comme nom. C'est les méchants du jour, bah les pyroviles. Hein. C'est l'impression d'un épisode de Dora l'exploratrice, quoi. Oh, les pyrovilains. Merci. Merci à toi. Mais à toi? C'est à toi. Au boulot? Ah, c'est à moi? Ah, mais j'ai oublié, moi. Alors, attendez, faut que je me retrouve. Putain, mais pourquoi on me l'a pas rappelé? Ah oui, si, je m'en souviens en plus maintenant, ça y est. Mais je suis pas devant. Donc nous allons passer à la catégorie référence culturelle ou moins culturelle. Mais avant, vous devez ouvrir votre esprit. Avant, vous devez regarder l'au-delà. L'au-delà. Alors, du coup,
Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez repéré une référence liée à quelque chose de votre enfance dans cet épisode? Non. Non. Bah oui, parce que moi je l'avais lu, l'anecdote. Ah, mais enfin, moi, c'est marrant. Moi, ça m'a sauté aux yeux, en fait. Mais Bah, j'ai jamais vu. Ah, bah voilà. Ouais, je sais, ouais. Je sais, ouais. Va falloir le sampler, ça aussi. Hein. Est-ce que vous avez vu Mary Poppins? Non. Oui. Oui, d'accord. Et rien ne t'a fait penser à Mary Poppins? Non. Bon. Apparently not. Dans la villa de Caecilius, lorsque le volcan tremble pour la première fois, on peut clairement voir une référence à Mary Poppins, la scène reprenant le jeu d'acteur et la disposition des éléments de celle dans la maison des Banks au début du film. Le fait qu'il s'accroche aux objets fragiles en criant « position » en anglais. Et c'est vrai qu'il me semble qu'en français, il dit tous en position ou un truc du genre. Et Mais maintenant que tu le dis. Et donc voilà, moi effectivement, ouais, alors c'est pour ça que c'est moi qui ai le droit de dire la. C'est pour ça que c'est moi qui ai le droit de dire l'anecdote. Sans lire les anecdotes. Parce que j'ai demandé effectivement à Doraline s'ils avaient une anecdote au sujet de Mary Poppins, parce que moi cette scène m'a fait penser directement à Mary Poppins. Et donc ce passage, d'ailleurs, elle y est quasiment 2 fois cette scène. Il y a une première fois et il y a la deuxième qui commence au début où le docteur arrive, puisque c'est là que le docteur il se présente en rattrapant une tête. Voilà. Une tête en statue. Hein. Ah ouais. Je préfère préciser. Sinon ce serait violent. Voilà, bah oui. Voilà. Non mais maintenant que tu le dis, ouais, de ouf. Excusez-moi pour cet intermède. J'ai complètement oublié que c'était moi qui l'avais. Il y a une autre anecdote, c'est on en a parlé tout à l'heure, le fait que Russell T Davies avait eu l'idée d'inclure la chute de Pompéi dès la première saison. En fait, c'était après avoir vu le docu-fiction le dernier jour de Pompéi. Mais bon, après coup, moi je l'ai pas dit pendant l'épisode, mais je suis content que ça arrive plus tard, parce que justement le fait que ce soit tourné dans les studios de Cinecittà, je pense que pour la saison 1, ils auraient pas forcément eu le budget pour y aller, et puis ils ont eu le temps de le bosser en 3 ans comme ça, et puis ça donne un épisode plus sympa. Bah oui. Moi je trouve que la saison 1, je pense qu'au niveau budget, ils l'auraient tourné à Cardiff dans les studios. Ah bah enfin clairement quand on voit l'épisode qu'il y a à la place, il me semble que oui, hein, c'est bien l'épisode de l'explosion de Cardiff hein, pour moi. Hein. Je vais te relire ça. Si, il me semble que c'est l'explosion de Cardiff, donc l'épisode de 10, 11. Oui, non, l'épisode 11 de la première saison. Et je trouve, clairement, quand on... Ah oui, moi j'en viens... Sachant que je l'avais même déjà limite qualifié d'épisode économique, celui-là. Donc, ce serait un peu abusé de... Je me demande comment ils auraient pu faire ça, en fait. Pour meubler le temps que Pierre ait l'information, est-ce qu'une autre campagne avec le docteur aurait rendu l'épisode aussi intéressant? Oui, forcément qu'on a déjà vu. Une des deux, oui, Rose ou Martha. Oui, entre non. Rose et Martha. Parce que pour moi, aucune n'était capable de jouer l'émotion comme ça à la fin. Ouais, 100% d'accord avec toi. Et moi, je pense que que ce soit Rose ou Martha, ils auraient peut-être pas eu un pouvoir sur, entre guillemets, je mets des guillemets sur le mot pouvoir, sur le docteur dans son choix, dans son choix aussi. Oui, et peut-être qu'il y aurait eu un peu moins de profondeur, elles auraient été toutes les deux outrées de ce qui était en train de se jouer, mais il y aurait peut-être pas eu la même prise de conscience qu'a pu avoir Donna face à la situation inéluctable. Inéductable, j'arrive pas à le dire. Non, mais je retrouve pas. Non, bah, je retrouve pas l'information. Et je suis d'accord. Pour moi, c'est clairement. En fait, après, on s'était déjà posé la question hein, sur d'autres épisodes de si avec une autre compagne ça l'aurait fait. Mais je crois qu'on avait surtout, vu qu'on en a connu que 2 de toute façon. Enfin voilà. Mais effectivement, moi, je trouve que là, c'est clairement une aventure pour le docteur et Donna en fait. Je
trouve que c'est vraiment adapté au duo. Carrément. Dora, en tout début d'épisode, t'as sorti un mot pour le mot de l'épisode, et depuis tout à l'heure, j'essaie de m'en rappeler, parce qu'il m'a bien plu sur le moment, et j'ai impossible de remettre la main dessus. Émotion. T'avais dit ça ? Ouais. Non, alors c'est pas toi, du coup. Il y avait... plaisir quand même. Non, ton mot est nul en fait, c'était pas toi, désolé. Adèle, t'avais dit quoi ? Moi j'avais dit cornélien. Ah voilà, super, merci, c'est le mot que je cherchais. Et voilà. Oh là là. C'est parce que c'est proche de Cornelius. Très bien. Du coup, on enchaîne ? Continuons. Ouais. Vas-y. Alors du coup, c'est de Russell T Davies que viennent les idées des blagues linguistiques s'inspirant des bandes dessinées d'Astérix, notamment Lucius Petrus Dextrus, donc qui signifie Lucius au bras droit pétrifié. Le spoil Bah oui, en fait, son nom, c'est un spoil. Puisqu'on l'apprend qu'après que son bras droit, il est pétrifié. Du coup, tu m'as Tu lui as fait peur. Mais non, comment je vous rends parano ? Je suis un tyran. On a aussi du coup TK Maximus, qui est un jeu de mots avec TK Maxx, une chaîne de magasins anglaise. Allez, on a vas-y, aussi paye ta pub. On Non, a mais aussi c'est ouf, ça. Spartacus. Ouais. Donc la phrase « Je suis Spartacus » est un clin d'œil au film des années 60 nommé Spartacus. Dans le Doctor Who confidentiel de l'émission, il est dit par Russell T Davies que James Sporan a trouvé le nom de Metella et Quintus en relisant les manuels de latin de Cambridge. Et en effet, dans ce manuel, du coup, on trouve la famille de Cassilius, donc, comme l'a dit Pierre, une famille qui a péri à Pompéi le jour de l'éruption. Toujours comme l'a dit Pierre, Lucius était un banquier. Du coup, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'épisode que nous venons de commenter crée une histoire alternative où il serait sauvé par le docteur et irait à Rome. D'accord. Donc voilà, on s'est fait les bonnes réflexions. Okay. Waouh. C'est fou, ça. Lucius Petrus Dextrus. C'est comme Harry Potter et la pierre philosophale, quoi. Enfin bref. Non, c'est à l'école des sorciers. Ah oui, bah Non. Le titre original, c'est In the Philosopher's Stone. Hein. Waouh. Bah ouais, la pierre du philosophe. Parce que tu le dis bien. Continuons. Alors nous passons à la catégorie. À la catégorie. Elle va tous nous tuer, c'est pour Halloween ça. Nous passons à la catégorie au petit nom de David Tennant n'était pas malade cette fois-ci et il a même proposé des modifications du script. Carrément, putain, ça c'est un nom de catégorie ça. Il y a une anecdote dedans. Et voilà, anecdote suivante. Il y a plus de mots que d'anecdotes dans le nom de la catégorie. Alors, d'après David Tennant dans les commentaires de l'épisode, quand le docteur casse le bras de Lucius, le script original devait montrer le docteur jetant le bras par terre pour qu'il se casse en morceaux. David Tennant a demandé à enlever cette partie parce qu'il trouvait que c'était trop violent et destructeur de la part du docteur. Et Catherine Tate et lui considéraient toujours que la scène diffusée était trop agressive pour les standards du docteur. Bah oui, bien sûr, le mec il laisse crever plus de 3000 personnes et puis par contre je veux pas jeter le bras en pierre, hein, ça c'est violent. Tout va bien. Ils ont peut-être trouvé un compromis, genre on te casse le bras mais tu t'acharnes pas dessus. Je veux bien tuer 3000 personnes, mais le bras c'est non. C'est ça. Le mec, pour rappel, a quand même condamné la famille de sang à une peine à perpétuité incompressible dans l'espace-temps, mais... Oui, c'est ça. Il faudrait qu'il revoie l'ordre de ses priorités. Hein. Oh. Oui. Ça fait beaucoup de références là quand même. Oui, j'en suis content. Attends, il faudra que j'en ressorte quand même un ou deux des trucs là tout à l'heure. Vas-y, nous t'écoutons. Et ensuite, la catégorie que je vais renommer, c'est pas David Tennant qui était malade cette fois-ci. Ce coup-ci, c'est Francesca Fowler qui joue Evelina, qui a souffert d'une forte intoxication alimentaire, mais finalement, grâce à ça, elle avait réellement un air malade durant le tournage. Ça tombe bien. Franchement, c'est bien foutu là. La nature est bien faite.
Alors, je suis en train de découvrir en plus vos commentaires. Ah bah une chance, sinon elle aurait dû jouer les meufs malades, le comble. Ah, j'en peux plus, quoi. Tu remarqueras le petit jeu de couleurs aussi pour savoir qui dit quoi. oui, je vois ça. Ah, vous m'avez tué. Et il y a une autre anecdote dans une autre catégorie. La catégorie, c'est ça aurait pu être ça et ça aurait été cool aussi. Donc c'est l'épisode qu'on a regardé, il remplace une histoire qui devait se dérouler pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se serait appelée The Suicide Exhibition, écrite par Mark Gatiss. Et dans cet épisode-là, nous aurions vu des nazis prendre d'assaut le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, lui-même envahi par des monstres. Et l'action aurait permis de découvrir une chambre secrète sous le musée. Mais Russell T. Davies, il a préféré réécrire le script et se dire qu'il l'utiliserait quand il y aurait moins d'idées d'épisodes. C'est horrible. Bon, Marc, ton truc c'est Oh, t'as nul, une bonne alors on le idée, garde mais de bon, on va côté la au mettre cas de où. côté quand même, quoi. Ça me rappelle. Une idée inassouvie. Ça me rappelle quand j'avais, ça me rappelle quand j'avais invité un pote pour un nouvel an et qui m'avait dit bah écoute si je trouve pas mieux je viendrai. En gros, c'est tellement ça quoi. Mais c'est horrible. Mais est-ce qu'il était venu au final? Ah non bah depuis tu te doutes bien que j'ai supprimé Oui. son numéro mais non mais ça mais c'est J'espère exactement qu'il t'avait ça, souhaité en le fait. nouvel an quand même quelques jours après. Oh putain. Bref. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses? Non. Attends, petit aparté, parce que tout à l'heure j'ai parlé du fait on voulait répondre à Nicolas, mais Bah, je crois que ce qu'on peut juste ajouter, c'est que effectivement, c'est très très rare qui tourne à l'étranger et que c'est justement le premier épisode depuis le téléfilm à avoir été tourné en dehors du Royaume-Uni. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal de saisons qu'ils arrivent à tourner. C'était un vrai au voyage. Royaume-Uni. Oui. Voilà. C'était pas comme l'épisode qui s'est déroulé à Versailles où c'était quand même filmé Ouais. au Royaume-Uni. L'arnaque. Du coup, c'est le plus gros projet depuis le retour de la série en 2005. Et oui. ça a été tourné donc en majorité en Italie et tout ça en moins de 48 heures. Ils ont tourné l'épisode en 48 heures. Ouais. Un épisode de 48 minutes. Tu te rends compte? En 1 heure, 1 minute. Oh bah finalement, Non, c'est pas très non rapide. mais attends, sans déconner, je pense Dit qu'on comme ça. on peut souligner la prouesse, quoi, parce que... Non, c'est beau. ouais, puis la pauvre actrice qui était malade pendant 48 heures. Quoi. Alors je crois que c'est pas la totalité de l'épisode par contre qui est enregistrée. C'est les scènes en Italie du coup, parce qu'il y a eu des scènes qui ont été tournées aussi au il me Pays semble, de Galles. il me semble que bah. Oui, il doit y avoir des scènes intérieures, peut-être pas que c'était, je sais Mais pas. la majorité, enfin les. Bah justement les passages avec les sœurs Sibyl. Que voyez-vous? Il a été tourné, je crois, à Cardiff. Oui, mais ceci étant, même si c'est que quelques scènes, moi je trouve que ça reste prodigieux quand tu vois que certains rushs peuvent prendre des semaines à être tournés. Bah, et puis 48 heures. Enfin bon, enfin les passages en tout ce qui se passe déjà à l'extérieur. Enfin bon, bah déjà faut trimballer le Tardis, enfin voilà. Hein. Parce qu'au risque de gâcher la magie, hein, le Tardis ne se déplace pas quand même tout seul. Quoi? Ouais, mais peut-être qu'il se démonte. Excuse-moi. Il se plie. C'est toi qui as dit au début de l'épisode que le docteur faisait partie de la vie réelle. Et Oui, là, t'es en train bah de dire depuis le que j'ai docteur vu va pas le Tardis, quoi. depuis que j'ai vu Londres 2012, j'ai bien compris qu'il y avait des vérités à géométrie variable. Donc est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cet épisode, sur tout ça, sur tout ce qu'on a vu? Non. Les Néo-Wouviennes, êtes-vous prêts pour le prochain épisode? Ouais. Ouais. J'attendais la réponse de Bob. Je pense qu'il doit être très enthousiaste. Oui, Bob. Es-tu enthousiaste? Eh ben, on en reparlera. D'accord. Tu l'as Très vu bien. déjà? Alors, je l'ai pas vu, mais alors du coup, je peux en parler parce que j'ai juste vu le trailer.
Je sais pas, il y a quelque chose qui a été brisé dans ma tête. J'ai plus la même admiration pour les Wood. Voilà, on va voir si ça va revenir ou pas. C'est Déception. terrible. Ah, mais en fait, Ouais, alors. C'était juste le trailer. Non, mais, enfin, en gros, toi, tu kiffes les choses, tu veux les revoir jusqu'à ce que tu les revoies. En fait, quand tu les revois, tu veux plus les revoir. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je trouve que des fois, les choses Oh là, se suffisent à elles-mêmes et qu'il n'y a pas forcément besoin de... Voilà, c'est... Disons que tu aimais bien, tu admirais leur histoire et t'as peur d'être déçu par ce que tu vas apprendre ou par la suite. C'est ça. Et le meilleur exemple que je peux te donner, tu vois, un des films que j'ai adoré au cours des 5-6 dernières années, c'est le film Joker. Et pour autant, je suis pas convaincu que ce soit une bonne chose qu'il y ait une suite. Là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Bah écoute, alors avec Doraline, on a été jokerisé sur le premier. Alors si on est jokerisé 2 fois... Doublement. Oh là là. Peut-être qu'il y aura des réponses au premier dans le deuxième. On va plus s'y retrouver. Hein. Ouais, mais justement, est-ce que c'est quelque chose de bien d'avoir des réponses? Parce que là, c'est ton imaginaire qui crée la suite ou même l'intrigue principale. Au final, si toutes les réponses te sont apportées, je trouve que ça risque de... Enfin, moi en tout cas, ça risque de casser quelque chose. Voilà, et c'est un peu ce que je ressens pour l'épisode qui arrive. Donc à voir. Ouais, je pense que ce sera un super truc à débriefer du coup. Un super épisode à débriefer. C'est mieux de... C'est pas un truc. Un bidule chose. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette fois, il y aura vraiment des tentacules. Je rigole intérieurement. Je pense qu'il va falloir refaire le bingo pour cette série. Très bien. Tentacule sera dans le bingo. Donc, du coup, rien de plus à ajouter, Mireille et Eden? Non. Non. Ok. Très bien. C'est donc la fin de notre épisode. Parce que je suppose que les Wouvianes non plus, vous aviez rien à rajouter. Bon, d'accord. Eh ben, on se retrouve très vite pour le prochain épisode qui emmènera Donna dans l'espace sur une nouvelle planète où elle fera la connaissance de vieux amis du docteur. Bob vient de dire qui c'était. Comme à chaque épisode, maintenant, un grand merci à nos tipeuses Lily, Rose et Tiffany. Si vous aussi vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous connecter sur Tipeee. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux régulièrement actifs grâce au super travail d'Adèle. Nous sommes sur Facebook, Instagram et X, anciennement Twitter. Nous sommes aussi disponibles si vous avez des avis ou des questions à partager. N'hésitez pas à le faire depuis les messageries des réseaux ou par mail à retardisexperience@gmail.com. Vous trouverez tous les liens en description de l'épisode. N'hésitez pas à partager nos réseaux sur vos propres réseaux. Cela nous aide énormément à nous faire connaître. Portez-vous bien et à bientôt. Salut. Ciao. Tchuss. Bisous.